Bonjour à tous, bienvenue à cet événement. Donc c'est un événement un peu particulier parce qu'on voudrait partager avec vous un vrai succès autour de Microsoft Fabric. Donc on vous accueille ici pour souligner une étape importante. Fondaction est la première organisation au Québec à avoir poussé Microsoft Fabric dans un environnement de production, donc avec le support de Microsoft et aussi l'expertise de solutions BI. Donc les travaux ont commencé à peu près en septembre. Et puis la première mise en production a eu lieu fin novembre, juste après le lancement général de Fabric. Et puis c'est vraiment donc le fruit d'une collaboration efficace avec Microsoft et Fondaction. Microsoft nous ont supportés là-dedans, puis d'ailleurs on les remercie de nous accueillir ici. Et on remercie aussi Fondaction de venir témoigner de ce succès. C'est vraiment un beau projet qui a été mis en place. Ce que je voudrais voir, c'est donc la partie celle-ci là. Ok. Donc aujourd'hui, on a un plan, on a un agenda assez chargé. On va se présenter. Je vais vous parler un petit peu de solutions BI. Ensuite, on aura Antoine de Microsoft qui va nous rappeler quelques bases sur Fabric. Ensuite, on aura Mathieu qui va nous parler un petit peu du contexte du projet chez Fondaction. Et ensuite, on aura Rémi qui va nous parler un petit peu de son retour d'expérience sur Microsoft Fabric. Donc, il a vraiment mis les mains dedans. Il va pouvoir vous expliquer différents concepts, des limitations aussi qu'il a rencontrées, et puis des solutions de contournement qu'il a pu mettre en place. Et enfin, on va terminer avec une session de questions-réponses. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez approfondir, on sera content de pouvoir vous répondre. Et comme il y a pas mal de contenu, il y aura aussi une pause de 10 minutes à prévoir pendant l'intervention de Rémi. Donc, si on passe à la suite. Donc, moi, je suis Nicolas Guéhin, je dirige le département intelligence d'affaires, intelligence artificielle à Solutions BI. J'ai toujours été dans le data, puis l'intelligence artificielle depuis ces dernières années. J'ai commencé en France et puis je suis arrivé au Canada il y a une douzaine d'années. Et je suis pas mal versé aussi dans les technologies Microsoft depuis un bon bout de temps. Et puis je suis content d'être avec vous pour parler de ça. Ensuite, on va avoir Mathieu. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Mathieu, je suis directeur des solutions numériques Fondaction. Donc, je vais vous faire une introduction un petit peu de ce qu'est Fondaction et pourquoi les datas sont très importantes. Fondaction depuis 5 ans, français d'origine, je ne le cache plus, mais ici depuis une quinzaine d'années. Et comment les TI sont un moyen, c'est un moyen il faut croire aux missions dans lesquelles on travaille, faire des TI pour les TI, pas seulement. Les datas c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour avoir de l'impact. Donc je vais y revenir. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi. Alors à la base, j'ai un parcours de développeur logiciel en France. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Je traversais l'Atlantique, puis j'ai beaucoup aimé vivre ici, fait que ça fait plus de 10 ans que je vis au Québec. Donc j'ai travaillé comme développeur logiciel, puis chef de projet logiciel. Puis je travaillais pour une compagnie internationale dans laquelle j'ai parti l'initiative en Business Intelligence de cette compagnie-là. J'ai toujours aimé le développement des entreprises. J'aimais beaucoup aussi tout l'aspect TI. Fait que j'ai trouvé que l'intelligence d'affaires, c'était vraiment un peu la meilleure combinaison des deux pour moi. Fait que j'ai suivi la maîtrise en administration de l'université de Sherbrooke, spécialisée justement dans la stratégie d'intelligence d'affaires. Et puis après 6 ans à ce poste-là, j'ai rejoint Solutions BI il y a 3 ans comme architecte de solutions. Et je suis aussi directeur expert de la compagnie. Et puis Antoine aussi, je peux te présenter rapidement. Antoine de chez Microsoft, spécialiste de solutions data et IA. Pas moi que vous allez entendre parler le plus aujourd'hui, ça va être Rémi. Répond Action, je pense que c'est ce qui vous intéresse particulièrement. Merci. Alors je vais continuer. Juste 2-3 mots sur Solutions BI. On est une compagnie de consultation en données analytiques et aussi finance et performance. Ça a commencé en 2009 en France. Puis comme vous pouvez voir, ça s'est pas mal étendu. Je pense qu'on a une couverture 24 heures. Donc en Europe, Afrique du Nord, Asie-Pacifique et bien sûr en Amérique du Nord. On est capable, donc on va couvrir, on a deux centres d'excellence, données et analytiques et finance et performance. Ok, ça marche mieux là. Pour la partie données et analytiques, on est capable de couvrir sur pour différents rôles. Donc ça va être de l'accompagnement, mais aussi de la gouvernance de données, de l'analyse, du développement, de l'architecture, jusqu'à aussi l'intelligence artificielle. On va être capable aussi d'intégrer des différentes solutions en analytique. Pour le côté finance et performance, là aussi, on est capable d'accompagner sur la transformation et sur des processus, sections d'outils et intégrer des solutions. Puis comme vous pouvez le voir, il peut y avoir des
une synergie possible. La finance est un bon vecteur pour travailler sur l'analytique aussi. Puis nos prestations vont prendre différentes formes. Donc on peut accompagner sur des projets du début jusqu'à la fin, dans le fond, en mode hybride avec les équipes clients éventuellement. L'important, c'est qu'on quitte toujours aussi en faisant monter en compétence les équipes du client pour qu'ils soient en mesure de gérer leurs solutions eux-mêmes. Ça peut prendre aussi la forme de l'accompagnement dans les équipes de façon ponctuelle ou un peu plus longue, éventuellement. Et aussi, il y a un aspect formation aussi. On est capable d'accompagner, par exemple, sur Power BI, on a différents formats qu'on peut amener. Et donc, si je fais le tour, c'est pas mal ça. Évidemment, on a plusieurs partenaires technologiques, mais on a quand même un partenariat privilégié avec Microsoft, étant donné qu'on est un partenaire Gold Data Analytics et Gold Data Platform. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une reconnaissance de l'expertise de solutions BI sur les technologies Microsoft autour du data et du AI. C'est une confirmation aussi sur un nombre de certifiés chez Solutions BI. Donc, on a plusieurs experts certifiés sur la technologie Microsoft. C'est aussi une validation par rapport à nos expériences chez les clients. On a été en mesure d'implémenter plusieurs fois des solutions avec les technologies Microsoft sur le data et AI. Ça, c'est pour vous donner une idée, en fait, finalement, des différents secteurs, différentes industries sur lesquelles on peut accompagner. Il n'y a pas d'expertise spécifique dans le sens où on est assez mature pour accompagner dans différents contextes, pouvoir s'adapter sur différents sujets. Donc, par exemple, ça va de finance, assurance avec des clients comme PSP, la Caisse. On a aussi des noms dans le transport comme Air Canada. On travaille aussi sur la partie distribution, commerce de détail avec des clients historiques comme Danone, par exemple. Et ensuite, d'autres clients, comme vous voyez, c'est assez varié. Avant que je passe la parole à Antoine qui va nous parler un peu plus de Fabric, je voudrais juste mettre la table un petit peu sur Microsoft Fabric. Je pense que certains d'entre vous ont assez d'expérience pour constater qu'au fil des années, on a tous été témoins d'une évolution assez rapide sur les technologies autour du data et du AI. Et donc, de façon personnelle, j'ai commencé sur SQL Server 2005, puis j'ai pu constater un petit peu l'évolution assez rapide autour de ces technologies, jusqu'à l'avènement du cloud et services Azure, sans compter de Power BI aussi, qui s'est pas mal imposé depuis 2015 dans le paysage du BI. Tout ça pour dire qu'avec cette évolution assez rapide, il y a une complexité assez croissante aussi, pour intégrer et configurer différents services et faire parler entre eux pour pouvoir supporter une vraie plateforme analytique. Ce sont des challenges assez récurrents qu'on peut rencontrer chez nos clients. Et Microsoft vient avec une belle offre. Ils ont su capitaliser sur cette histoire. Elle arrive avec une plateforme analytique SaaS entièrement unifiée, complètement intégrée, qui facilite vraiment la mise en place de solutions, qui permet vraiment de se concentrer sur amener de la valeur assez rapidement pour l'organisation et se concentrer sur la livraison. Donc je pense que c'est vraiment un chapitre assez excitant pour la suite. Puis je vais laisser Antoine en dire un peu plus là-dessus, revoir un petit peu les fondamentaux autour de Fabric, notamment les expériences utilisateurs autour de Fabric. Oui, mais merci beaucoup. En fait, je pense que tu viens de faire la moitié de ma présentation. En quelques mots. Juste d'entrée de jeu, je pense qu'on a rempli cette salle-là au moins 4 fois depuis qu'on a lancé Fabric, mais c'est vraiment, comme on disait, la première fois, vous allez avoir autant de détails sur ça ressemble à quoi une implémentation. Puis je ne veux pas trop prendre de temps parce que c'est vraiment la partie la plus intéressante. Juste peut-être faire un historique de pourquoi Fabric est venu au monde. On a eu un bon petit résumé. La première chose, je pense que tout le monde dans les organisations, j'aime beaucoup les images. Vos données, ça ressemble probablement à ça. Soit une bibliothèque un peu en désordre, un peu rangée, un garde-manger. Toutes les allusions sont bonnes. Et le problème, c'est que mettre de l'ordre là-dedans à grande échelle, c'est compliqué. Et le but de Fabric, vous avez probablement vu cette courbe-là, comme n'importe quelle plateforme de données, c'est de vous aider à croître le plus possible sur cet axe-là. Donc, de passer d'analyse descriptive vers l'analyse prescriptive ou prédictive le plus rapidement possible, puis réduire le niveau de difficulté pour y arriver, surtout à grande échelle. Puis je sais qu'il y a des grandes organisations ici aujourd'hui dans la salle, mais même pour des plus petites organisations, ça représente des bons défis, surtout quand on n'a pas nécessairement l'équipe pour supporter un écosystème d'une plateforme de données en place. Ce
Et ces questions-là, ben, c'est probablement des questions que vous posez tous les jours. C'est des questions que même chez Microsoft, on essaie de vous aider à y répondre à chaque fois. Où sont mes données? Qu'est-ce que je peux faire confiance? C'est des gros enjeux de gouvernance, particulièrement en ce moment au Québec avec la loi 25. On ne touchera probablement pas trop à ça aujourd'hui, mais on a des solutions pour vous aider à être conforme à ce genre de projets de loi qui ont été mis en place. Qui a accès aux données, principalement? C'est toutes des questions qu'on essaie de vous répondre avec des plateformes de données dans notre quotidien. Et quelques statistiques, c'est les seules que je sors aujourd'hui. Vous l'avez probablement déjà vu, mais la plupart des organisations, 91%, ont investi quand même relativement massivement dans les plateformes de données dans les dernières années. Malheureusement, on voit à peu près seulement le tiers qui dit qu'on regarde en tirer profit de façon très tangible. Et la principale raison, c'est probablement, en plus qu'on a déjà des données partout en silo, les compagnies tech, on est coupable. On vous a mis tout ça entre les mains pour que vous ayez à faire des choix. Donc, l'écosystème d'outils pour traiter les données, en ce moment, est immense et hyper fragmenté. La slide, je pense qu'elle est volontairement faite petite, mais ça ressemble à ça. Puis je suis sûr que dans la salle, il y a clairement, vous utilisez quelque chose qui est déjà là-dessus. Et ça fait en sorte que vous passez énormément de temps à faire de l'intégration. Un projet, surtout à grande échelle, devient très complexe, fragmenté et coûteux. Et l'idée de Fabric, ça va être de simplifier ça le plus possible, comme disait Nicolas. Mais parce que chaque projet va comporter des sous-systèmes. Chacun des sous-systèmes va comporter des produits. Chacun des produits va avoir différentes sources. Et vous ramassez à faire de l'intégration, du maintien d'écosystèmes à n'en plus finir et à grande échelle. Non seulement ça coûte cher en ressources humaines, mais les ETL, tous ces qui aime pas des ETL à 5 heures du matin pour lever la main? Je suis juste curieux pour les fixer. Probablement pas. L'idée, c'est d'attirer le maximum de nos données le plus rapidement possible. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un autre exemple de grosse architecture qu'on veut résumer. Les CDO, les Chief Data Officer, n'ont pas envie d'être Chief Integration Officer, j'allais dire Information Officer. On peut faire l'acronyme, mais je ne pense pas qu'il y a personne qui a envie de faire son temps à passer de l'intégration. On veut tirer le maximum de nos données, on veut passer, comme je vous montrais, le plus rapidement possible à une analyse prescriptive. Longue intro pour arriver à, c'est pour ça qu'on a, Microsoft a pris énormément de temps, ça fait des années, au moins 2 ans de travail, à développer Microsoft Fabric, et tout part de Power BI et de OneLake, qui est la fondation. Mais l'idée, quand je dis tout part de Power BI, c'est que Power BI a été adopté presque partout, tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, c'est comment naviguer d'un point de vue UX. On s'est dit, on va ramener tous nos services, qu'on avait déjà, on va les unifier, et on va baser ça sur une plateforme de données Open Data, qui est OneLake. OneLake, c'est vraiment la fondation de données où vous allez gérer vos données. Rémi va vous en parler plus en détail. Ce qui est extraordinaire avec OneLake, je viens de le dire, c'est basé sur un format Open Data. Donc, une portabilité, une facilité à intégrer des données plus que jamais. On vient à notre Chief Integration Officer, on veut l'enlever, et on retrouve tous nos personas, si on veut, toute votre équipe analytique va pouvoir naviguer dans Fabric à même la même plateforme. C'est-à-dire vos ingénieurs, vos intégrateurs avec Data Factory, on va pouvoir faire du data engineering à même Synapse, on a Data Warehouse, tout encore une fois dans la même plateforme. Et Power BI, et tout ça propulsé par un compute qui est serverless. Donc, vous n'avez pas à réfléchir à où mes ressources vont être attribuées, est-ce que je ferme ma machine ou pas, combien de VM. On va rentrer un peu plus en détail sur comment tout ça fonctionne au courant de la présentation. Il y a différents types de compute qu'on peut acheter, de puissance de calcul, de capacité de fabrique qu'on peut acheter en fonction de vos besoins. Et ça vous permet aussi d'avoir, comme disait Nicolas, un service SaaS, donc plus facile de prédire les coûts à grande échelle et à long terme. Et en plus de tout ça, c'est un peu la même slide avec une version anglaise avec un peu plus d'informations, mais on intègre Copilot. Copilot que vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire notre GenAI, donc ChatGPT si on veut, là, GPT a même tous les modules qui vont être là principalement. Donc pour créer des rapports, interroger nos données, ça va amener le fameux Self-Serve Analytics que tout le monde veut atteindre à un autre niveau. Si vous voulez interroger vos rapports Power BI, mais que vos équipes n'ont pas les capacités de le faire, créer des formules DAX dans Power BI, créer des notebooks rapidement grâce à Copilot, créer même à commencer des modèles de machine learning plus rapidement en demandant un notebook Python à même Copilot. Et donc, on accélère le travail, on passe du temps là où il y a de la valeur le plus possible. Et en plus de ça, on rajoute Purview, qui est à part de Fabric, je tiens à le préciser, pour l'aspect gouvernance de données, mais qui va s'intégrer très facilement à l'écosystème. Donc, vraiment, une idée, c'est d'unifier pour centraliser, puis passer du temps à valoriser vos données et non pas à les intégrer. Et le tout, je ne passerai pas toute la liste, mais vous pouvez le voir, single sign-on, de passer sur le plus possible sur un seul data lake, un seul modèle de sécurité, une seule copie de données pour l'ensemble de vos projets. Donc, Fabric, c'est littéralement tout ça mis ensemble. On passe d'une composante individuelle à une plateforme unifiée. On enlève les banques de données en silo pour mettre toutes les données en un seul endroit. On passe d'applications isolées à applications intégrées. Puis d'IA générative un peu éparpillée à tout au même endroit, sous un seul et unique chapeau.
Et c'est tout pour moi, parce que je pense que ce que vous voulez, c'est vraiment entendre parler du cas. J'espère que ça vous a au moins donné un peu envie d'en entendre plus. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant ce que Rémi et l'équipe de Mathieu ont fait. Donc, je passe la parole à... Oui, merci beaucoup. Unifier, simplifier, on en rêve tous. Moi, je ne vais pas vous montrer le comment. L'expert, c'est Rémi. Moi, je vais vous expliquer un peu le pourquoi on fait ça. Donc, pour ça, je dois vous expliquer aussi ce que fait Fondaction. Je vous ai parlé un petit peu des données. Je vais essayer de vous raconter une histoire dans un temps limité parce que je suis sûr que vous voulez faire du deep dive avec Rémi. Qu'est-ce que c'est Fondaction? Fondaction, c'est un fonds de travailleurs qui offre un produit qui veut rendre l'épargne accessible. Donc, on offre un REER. L'argent de ses actionnaires, on le réinvestit selon des principes, des valeurs qui sont très forts. Ça part d'un constat assez simple. En 2024, est-ce qu'on veut continuer à faire fonctionner l'économie telle qu'elle était, qui nous mène droit dans le mur? Non. La finance doit évoluer. L'économie doit évoluer. Il ne faut pas regarder uniquement des données financières, mais intégrer, on en entend souvent parler, les données ESG, mais pas seulement. Donc, faire de l'investissement, mais d'impact. Depuis 25 ans, Fondaction existe. Toujours été axé dans la durabilité. Là, on veut aussi appuyer sur l'impact. Comment on le mesure? Ça nous prend des données. Et comme beaucoup d'organisations, on a des données, mais comment les faire parler, comment les croiser, comment les rendre accessibles également aux personnes. C'est un certain nombre d'enjeux que je suis sûr que vous retrouvez dans vos organisations, quelle que soit la taille. Oui, j'ai oublié de passer, hein, je m'en rends compte. Quelques chiffres quand même, très rapidement, juste pour vous donner une idée du volume. On a 3,5 milliards d'actifs sous gestion, ça représente 200 000 actionnaires. Cet argent-là, on le réinvestit selon des principes, comme je vous le disais, forts. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que la finance a un rôle au niveau de la société, doit avoir de l'impact. Donc, on essaye d'identifier des champions de demain. On ne va pas chercher que du rendement. On va chercher les champions de demain qui vont nous aider à transformer la société pour qu'elle soit plus verte, plus inclusive, plus équitable. Je le dis souvent, un slogan alternatif, c'est « la finance autrement ». Je vais faire un tout petit aparté, je vous en ai parlé en introduction. Je m'étais promis, assez jeune, de ne jamais travailler pour le méchant capital. Jamais je travaillerai pour un milieu financier. Et les années passent, et en fait, je me rends compte que la finance a évolué et doit évoluer. Et nous, en tant que personne TI, on a une responsabilité. Individuellement, collectivement, on peut faire bouger les choses. Pour ça, il faut aussi rendre ces données accessibles aux personnes qui peuvent les transformer. Moi-même, Mathieu, je n'ai pas la formation, les compétences pour faire des choix en investissement, par exemple. Mais je dois outiller mes clients, mes partenaires. Donc, un focus pour rendre les décisions plus faciles, plus éclairées. Des grands mots, peut-être. Il faut y croire. Je pense que l'important, c'est les convictions. On parle de données financières, c'est les données que tout le monde... on se dit que la finance est drivée uniquement par ça. Non, justement. Il faut vraiment les inclure dans les prises de décision. Très rapidement, quand même, quand je parle de l'impact, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est plus de 1000 entreprises qui sont financées. On maintient des emplois, on mesure nos retours, le nombre de GES évités, par exemple. Énormément de mesures, on en entend beaucoup parler. Je ne veux pas vous noyer dans les termes du milieu, mais ça ne me prend pas plaisir d'en parler avec vous juste après. Mais d'essayer de comprendre, mesurer et rendre disponibles les impacts, donc économiques, sociaux, environnementaux, positifs. On doit avoir un impact. Pourquoi Fabrique? Je vais y venir. Patience. Il y a un contexte technologique aussi, je pense que comme beaucoup de vos organisations, il y a des initiatives, on a des données, on a du mal à les croiser, on a un bon entrepôt qu'on a fait en SQL avec du SSIS. Puis des fois on l'a externalisé, on l'a réinternalisé. Il peut y avoir une perte de connaissances dans le temps. Donc ça, il y a un petit peu de perte de confiance aussi pour les usagers. On ne leur donne pas les clés pour faire leur travail, pour, dans notre cas, avoir de l'impact. Donc, remettre les données et les clients au centre des choses. C'est là où une approche unifiée, comme Fabrique, nous intéresse. Bien sûr, il y a aussi des dimensions de transformation numérique. On veut faire un grand pas en avant. Mais je pense que la solution tout en un de Microsoft a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Je vais refaire un parallèle avec d'autres organisations. Il y a une pandémie qui est passée entre-temps, mais globalement, quand on regarde par rapport à un certain nombre de sondages, Gartner, Infotech par exemple, on sait qu'il y avait un sous-investissement dans le domaine des TI.
et que ça a frappé fort certaines entreprises. Dans notre bonheur, Fondation, on avait pris le devant, mais il faut accélérer la transformation numérique. Donc ça passe pas que par des mots-clés, le move to cloud, c'est facile, il faut aussi développer des choses, pas que techniques. Oui, un saut technologique, mais aussi les compétences. Développer des compétences. On a une responsabilité individuelle et collective, comme je vous le disais. Là aussi, on le doit d'accompagner les personnes en interne et en externe, de donner accès aux données, les accompagner. Je vais vous donner un exemple assez simple. On collecte des données des compagnies dans lesquelles on investit, mais aussi leur rendre l'information. Tu m'as donné un certain nombre d'informations financières, extra-financières sur, par exemple, le nombre de GES évités ou le nombre de tonnes de drèche que tu as sauvé dans ton processus, ainsi de suite. On va aussi lui retourner de l'information sur ça. C'est des choses qui sont importantes pour mesurer l'impact et pour créer un mouvement. L'ambition de Fondation, c'est de créer un mouvement positif pour la transformation de la société. Le dernier point qui est important pour moi et qu'on va aborder peut-être plus à la fin, c'est la partie de la gouvernance de la donnée. Parce que différentes initiatives, des fois on parle des fameux silos, que ce soit des solutions ou aussi dans les approches des unités d'affaires. Donc c'est aussi un catalyseur pour remettre ça au milieu. La gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un tronc commun, ça veut dire parler le même langage, et ça c'est un prérequis pour la croissance. Impact, croissance, il faut remettre les données et les gens au centre de la décision. Et je vais terminer sur ce speech d'intro, entre guillemets, de Fondation. Encore une fois, ça me fera plaisir de vous en parler plus en détail. J'ai un background d'architecte. Alors, la théorie. Des frameworks, par exemple. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, mais il faut aussi avoir une approche pratique. Et là, dans le cas que va présenter Rémi, l'approche est très agile, créer de la valeur rapidement. C'est quelque chose qu'on a atteint en tant qu'organisation, se structurant avec Solution BI, mais aussi grâce au support de Microsoft et la feuille de route de Fabric qui est vraiment extrêmement stimulante. Donc c'est un vecteur de transformation qui est essentiel pour Fondation. Et je vais m'arrêter là, puisque je reviendrai peut-être un petit peu à la partie, pour la fin, pour les parties retour d'expérience, les leçons apprises. Mais maintenant, vous voulez voir le cœur de ce qui se passe, Rémi, it's all yours. Merci. Merci Mathieu. Alors, on va avoir cette partie-là sur le retour d'expérience sur Microsoft Fabric en deux parties, parce que c'est quand même assez long avec une petite pause de 10 minutes au milieu. En première, je vais vous présenter tout simplement l'architecture au niveau de Fabric, et puis comment est-ce que nous, on l'a mis en place dans vraiment le contexte de Fondation, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Envia, qui est environnement analytique. Puis ça, c'est très important, parce que on l'appelle environnement analytique, parce que ce n'est pas juste des rapports tout près dans Power BI qu'on offre, oui, ça en fait partie, mais c'est vraiment de créer un environnement dans lequel les analystes vont pouvoir consommer de la donnée qui a été vérifiée, qui est à jour, qui a été approuvée, donc avec tout ce qu'il faut en termes de gouvernance de données, et c'est rendre ça vraiment possible, au-delà des théories. Dans l'architecture, on aura un zoom en particulier sur OneLake, dont a parlé Antoine tantôt, et on verra quels sont les bénéfices que l'organisation pourrait tirer de OneLake. Une fois qu'on aura parlé de OneLake, dans lequel finalement on stocke les données dans des lakehouse, des data warehouse dont on va parler tantôt, on va passer à l'ingestion de données. Donc on va expliquer, ok, on a les contenants, maintenant comment est-ce qu'on les remplit, comment est-ce qu'on transforme les données. On aura une pause, puis au retour de la pause, on va parler de Fabric Power BI. Quelle est la différence entre Power BI, que probablement beaucoup d'entre vous utilisez, et puis le Fabric Power BI. Mais tout ça, ça nous amène aussi à, très bien, on a fait du développement, maintenant comment est-ce qu'on déploie ça dans nos environnements supérieurs? On a fait du dev, comment est-ce qu'on le monte en test? On a fait du test, comment est-ce qu'on le monte en production? Ce qui nous amènera naturellement à comment est-ce qu'on gère la production concrètement de Fabric. Ensuite, une partie qui intéressera beaucoup de personnes, je pense, c'est aussi le coût de la plateforme Fabric, différentes options, puis aussi quelques astuces pour justement agir la facture et regrouper. Et enfin, on terminera par une rétrospective sur les facteurs clés de succès de ce projet, et puis un aperçu des prochaines étapes, parce que les projets sont toujours en cours chez Fondation. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on a commencé le projet au mois de septembre, à cette époque-là, Fabric c'était en preview. Okay, donc ça veut dire que Microsoft avait dit, voilà, on pense qu'il va y avoir ça dans le produit final, mais on ne vous garantit pas. Fondation, on s'est dit, ok, on mise dessus. Ils ont eu l'audace, ils ont eu le courage, ils se sont dit, nous, on va faire confiance, et on l'a fait. Donc on s'est dit, comme beaucoup de projets, on ne veut pas attendre 6 mois, on ne veut pas attendre 3 ans pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Fait que l'objectif c'était, on a 6 semaines. Puis en 6 semaines, on parle projet, c'était un mardi. 6 semaines plus tard, le mardi, on fait une démo et on sait si ça marche ou pas. Quel était le public? On a dit, écoutez, on va viser deux unités d'affaires, l'investissement, puis l'épargne. En termes de portée, scope, on avait 6 sources de données. Ça c'est important parce qu'on va en parler après justement de comment est-ce qu'on a fait cette extraction-là.
On voulait avoir les données des 6 sources de données au complet dans Fabric. En particulier, on avait des contraintes, comme un rapport opérationnel qui devait être mis à jour en 5 minutes, ou moins de 5 minutes. La target, c'était 2 minutes, puis on a réussi à le faire en 1 minute 40, donc plutôt bien. Et puis aussi être capable de charger des nouvelles tables et de nouvelles colonnes automatiquement. Pourquoi? Parce que parmi ces sources de données, donc on avait 4 serveurs SQL on-premise, donc hébergés dans les locaux vraiment de Fondation. Puis pour cela, il y avait donc l'enjeu de les amener dans Fabric. Ça, c'était le premier enjeu. Une Azure SQL Database qui elle était dans le cloud, donc facilement accessible, celle-là, ça a été assez facile. Et surtout, la partie plus complexe, il y avait un système de gestion de la relation client, CRM, qui lui était dans le cloud et qui était accessible via ce qu'on appelle une REST API, donc une API Application Programming Interface. Finalement, c'est un fournisseur d'un système dans le cloud qui va dire « Écoutez, si vous voulez parler avec moi, voici la façon de me parler. Vous voulez vous authentifier, voici la façon d'envoyer un login, password, un secret. Vous voulez récupérer telle information ou créer telle information, voici la façon dont il faut communiquer avec moi. » C'est comme ça que les systèmes se parlent. Donc, ce système-là, on ne pouvait pas savoir par avance ce qu'il y avait. C'est impossible de créer déjà des structures de données en disant il va y avoir ça parce qu'on ne le sait pas. Donc on interroge le système, on lui dit donne-nous une liste de toutes les entités que tu possèdes, et ensuite à l'intérieur, dis-nous comment c'est écrit, donne-nous de l'information. Et c'est là la beauté de Fabric qu'on verra tantôt, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle le schema on read, c'est-à-dire être capable de prendre des données dont on ne connaît pas exactement la forme et de les rentrer dans des bases de données. En termes de volumétrie, parce que c'est important de mettre aussi une idée sur la volumétrie, on parle quand même de plus de 600 tables et d'environ 45 GB de données, dont des données complexes, en particulier celles du CRM. Pour ce pilote-là, on a dit, on prend pour hypothèse que la qualité de données qu'on va afficher, ça va être équivalente aux sources. Donc à part quelques exceptions, on a considéré qu'on ne faisait pas beaucoup de nettoyage de données parce que le but c'était un pilote technique, être capable de prouver que ces 6 sources de données-là, on pouvait les charger dans Fabric. On était capable de faire ça en 6 semaines, avec seulement 2 personnes et demie à temps plein, en équivalent temps plein. Au final, je suis heureux de dire que ça a été livré avec 100% du scope. On a livré dans les délais et on l'a livré dans le budget. Ça fait bientôt 10 ans que je travaille en Business Intelligence, puis je pense que sans Microsoft Fabric, on n'aurait pas réussi à faire ça. Pourquoi? Parce que ça centralise justement beaucoup d'aspects de développement qui sont assez complexes et coûteux généralement à faire, mais le fait de les avoir tous sous un même toit, ça a vraiment, vraiment aidé. Donc, suite au succès du projet pilote, il y a une phase 2 qui d'ailleurs est toujours en cours, elle se continue, puisque justement la compagnie vit, et il y a des nouveautés, il y a des demandes. Et là, on est passé d'un pilote qui était vraiment technique à une utilisation en production. Alors, Fabric, c'est devenu GA, Reliability, officiel le 15 novembre. Nous, on l'a en production chez Fondation depuis le 21 novembre. Donc, à peine une semaine après, c'était déjà en production pour 2 unités d'affaires. Parmi les livrets et livrables de cette phase 2, on a introduit beaucoup plus de gouvernance de données, parce que la première partie, c'était un pilote technique. On a introduit plus de concepts d'affaires et de sujets. On a rajouté l'unité d'affaires Finance, parce que Finance a dit, écoutez, vous faites des rapports et vous avez un système qui marche plutôt bien pour investissement et épargne, et moi, c'est quand mon tour. Donc on a intégré aussi Finance, puis la beauté de Fabric, c'est qu'on a pu réutiliser une bonne partie de ce qui avait été fait pour construire les rapports et les lakehouse pour Finance. On a commencé aussi un projet de Data Science, donc on a une scientifique de la donnée chez Fondation qui travaille sur les données d'une des unités d'affaires et qui utilise justement le module de Data Science de Fabric. Et on a la gouvernance de données avec amélioration continue qui s'en vient avec Purview. En résumé, c'est en production. On fait notre gros possible pour gérer les attentes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi je veux mon sujet, je veux tel sujet ». Donc on priorise. Et ce qu'on fait en fait, c'est que grâce à Fabric, on réutilise les briques qui sont déjà en place pour développer plus rapidement, plus efficacement. Tantôt, Antoine a présenté différentes expériences de Fabric. Donc on a Data Factory qui sert à faire de l'ingestion de données. Synapse Data Engineering qui est plus dans la transformation, on peut faire beaucoup de choses qui sont complexes dans des notebooks PySpark. Synapse Data Warehouse dans lequel ça va se comporter un peu comme une Azure SQL, on va le voir un peu plus en détail tantôt. Synapse Data Science, vraiment le module de Data Science avec des modèles. Le Real-Time Analytics, comme son indique pour la transformation des temps réels. Power BI que beaucoup d'entre vous connaissez pour la visualisation. Data Activator, c'est finalement des déclenchements qui se font basés sur des événements dans les données. Donc, vous pouvez mettre des règles d'affaires qui disent en fonction de ce qui se passe, si ça dépasse tel seuil ou si c'est en dessous de tel seuil, voici les actions que je veux que Fabric fasse. Par exemple, notifier un groupe de personnes. Tout ça se base sur la fondation OneLake, qui est vraiment au cœur de Fabric, et avec le support de Purview. Donc aujourd'hui, pendant cette présentation, on va vraiment parler des parties qui sont en vert. Pourquoi passer en bleu? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos disponibles présentement sur Internet sur beaucoup de ces aspects-là. Mais le but de cette présentation, c'est de vous donner un retour d'expérience concret, réel, en fait, d'une mise en production réussie. Et c'est le cas, en fait, pour toutes les parties en vert, parce qu'elles sont vraiment déjà en production. Donc c'est sur ça que la présentation va principalement porter aujourd'hui. Alors, attachez votre tuque, ça c'est un peu le schéma de l'architecture chez Fondation. Alors,
Je vous invite à être vraiment focus, savoir ce que je vais le parcourir avec vous. La première chose, c'est qu'on va regarder à droite, nos utilisateurs et utilisatrices, parce que c'est le plus important. Okay, on ne fait pas de la technologie pour de la technologie, on le fait pour aider la compagnie, comme l'a bien expliqué Mathieu tantôt. Donc, c'est vraiment les personnes les plus importantes. La création de valeur pour Fondation se fait quand des décisions d'affaires sont prises grâce aux données qui ont été raffinées en information. Si on va complètement de l'autre côté à gauche, on a nos sources de données dont j'ai parlé tantôt. Donc, on voit en haut à droite Deal Cloud CRM, qui est le système de gestion de la relation client pour l'investissement. En dessous, la base de données Azure SQL qui est dans le cloud. Et en bas, regroupés ensemble, on a 4 serveurs qui sont hébergés dans les locaux de Fondation. Si on regarde le CRM et l'Azure SQL Database qui sont en haut, elles peuvent rentrer directement dans le grand rectangle qui s'appelle Fabric Workspace Envia-One. On va en parler un peu plus en détail juste après. En bas à gauche, ce qu'on trouve, c'est l'ingestion des données on-prem qui se fait présentement par Azure Data Factory et un Azure Data Lake Storage Gen 2, donc un lac de données. Pourquoi ça paraît étrange qu'on les ait justement là? C'est parce qu'à l'époque où on a fait les premières parties, on n'était pas capable dans Fabric d'aller directement se connecter et extraire des données qui étaient on-premise avec ce qu'on appelle du copy data, on en parlera tantôt. Donc ça a été une solution de contournement super pratique parce que Azure Data Factory, lui ce qu'il fait c'est qu'il est dans le cloud. Pour être capable de parler avec des systèmes qui sont on-prem, qui sont sur un réseau donc pas accessible de l'extérieur, on installe un petit logiciel qui s'appelle l'Integration Runtime. On l'installe sur ce réseau-là et il écoute. Quand un utilisateur d'affaires ou un pipeline se déclenche dans Azure Data Factory qui est dans le cloud, qui dit par exemple va chercher les données de telle table, pour faire super simple, select star from blablabla. Il va parler avec l'Integration Runtime, lui dire hey, je veux que sur tel serveur, tel database, tu ailles exécuter telle requête. Petit logiciel y va, récupère le résultat, arrange ça par exemple avec un fichier Parquet ou un autre format, et l'envoie via une connexion encryptée de nouveau à Azure Data Factory, tout simplement. C'est une des façons vraiment les plus faciles d'extraire des données on-prem, avec tout l'environnement Azure. Sauf que, donc à l'époque, on n'était pas capable de brancher directement Fabric dessus. Donc cette portion-là du schéma, je l'explique ici, parce que si on peut demander pourquoi elle est là, mais en fait, nous, on va s'en départir, parce que maintenant, on a ce qu'on appelle le VNet Gateway. VNet, c'est Virtual Network. Donc en fait, avec Fabric, on va être capable d'aller chercher directement ces données, et on va se départir de Azure Data Factory. Donc si vous voulez réimplémenter ça dans vos compagnies, en théorie, vous pourriez le faire dans beaucoup de cas avec juste ce qu'on voit dans la portion Fabric Workspace Envia-One. Et justement, j'y viens. On voit 3 grandes zones. Le Lakehouse LH, Lakehouse Bronze, Silver et Gold, comme les Jeux Olympiques. Ça tombe bien, c'est une année de Jeux Olympiques. À main levée, qui parmi vous a déjà entendu parler de la médaillon architecture, l'architecture médaillon? Okay. L'architecture médaillon, en fait, elle reprend un concept qui existait déjà souvent avant, mais sous une forme un peu plus mature, qui consiste à dire, on extrait les données des systèmes sources, on les met dans le Lakehouse Bronze tel quel. Tel quel. Pourquoi tel quel? Parce qu'on peut vouloir revenir en arrière. On va peut-être vouloir faire du time travel et surtout on peut le faire en tout temps de la journée. Une fois qu'elles sont là, on peut faire tous nos développements, etc. On ne va jamais impacter les systèmes sources. Ensuite, on nettoie ces données et on les met dans la couche Silver. Donc dans Bronze et dans Silver, les données sont organisées par source de données. Donc ici, on a 6 grandes zones qui correspondent aux 6 sources de données différentes. Et ensuite, on se rend à la couche Gold. La couche Gold, là, c'est différent. On n'affiche pas ça vient de telle source, parce que ce n'est pas l'intérêt. Ici, c'est les concepts d'affaires, de la modélisation dimensionnelle, des tables de fait, des dimensions qui sont faits vraiment pour l'analyse. C'est là que la plus grosse génération de valeur ici se fait vraiment entre Silver et Gold, dans cette portion-là. On va le voir avec des exemples plus précis tantôt. Là, on est dans l'environnement de la TI. On a tout centralisé, et maintenant, on met à disposition des lignes d'affaires. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, entre le grand workspace de la TI et celui où on voit nos utilisateurs et utilisatrices, on a des espaces de travail, workspace, qui sont pour les différentes unités d'affaires, épargne, investissement et finance. Ça permet de faire quoi? Ça permet en fait qu'ils soient libres d'accéder aux données où elles ont besoin pour faire leur travail, de créer des rapports Power BI. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour que la TI ne soit pas un bottleneck. Donc la TI, elle joue un rôle ici qui est de mettre à disposition des données qui sont gouvernées, qui sont propres, sur lesquelles on peut se fier, qui sont à jour, mais en plus de ça, les lignes d'affaires en bénéficient sans devoir attendre pendant des mois que la TI puisse leur sortir un rapport, parce que la TI, dans toutes les organisations, a des ressources limitées, des priorités, et vous avez beaucoup de personnes aussi côté affaires qui connaissent extrêmement bien leur domaine d'affaires. Donc l'idée, c'est avec Fabric aussi, c'est un support pour mieux faire travailler TI et unité d'affaires ensemble. Pour démystifier un peu à quoi ressemble un espace de travail dans Fabric, comme vous pouvez le remarquer, ça ressemble beaucoup à un environnement Power BI. Comme mentionnait Antoine tantôt, finalement, l'aspect interface de l'espace de travail de Power BI, quelque chose qui est connu, c'est vraiment facile à utiliser, fait qu'ils l'ont repris. Alors à gauche, on a l'exemple du workspace TI de production, puis sur la droite, on va avoir celui d'une ligne d'affaires. On voit des objets, on voit leur nom,
Nous, on a utilisé une certaine convention de nommage pour s'y retrouver. Donc les pipelines commencent par pip, les notebooks commencent par NB, les lakehouse commencent par LH et ainsi de suite. On est capable d'avoir aussi à droite des rapports, des modèles sémantiques. Donc c'est le nouveau nom pour les Power BI datasets, jeux de données. Donc on les appelle des modèles sémantiques aujourd'hui. Et finalement, on est capable de voir aussi quand est-ce qu'ils ont été rafraîchis pour la dernière fois, quand est-ce qu'ils vont se rafraîchir, et ainsi de suite. Donc on retrouve vraiment une interface connue. L'intérêt, c'est quoi? C'est quand dans un seul endroit, on a le back-end et on a le front-end. Donc ça sert aussi beaucoup au développement, ça sert à ce que les développeurs travaillent tous ensemble main dans la main. C'est vraiment un gain de temps qui est incroyable au développement. Encore une fois, je pense sincèrement qu'on n'aurait pas réussi à faire ce projet en si peu de temps si on n'avait pas eu Fabric. On a été capable de le faire parce que justement, il y a toutes ces choses-là qui ont été pensées aussi bien pour l'expérience utilisateur que développeurs et les analystes. Alors maintenant, zoomons sur OneLake. Alors, qui a déjà entendu parler des lakehouse à main levée? Ah, quand même. Alors, donc, dans OneLake, on a plusieurs façons de stocker les données, dont notamment les lakehouse et les data warehouse. On va voir qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les distingue. Puis, lequel serait le bon pour vous, dépendamment de ce que vous avez besoin de faire. Regardons la partie la plus à gauche. Deux grandes parties. En bas, on a la partie non structurée, des fichiers, des dossiers. On est capable aussi de monter des raccourcis qui vont aller chercher des données dans un data lake, et elles vont être disponibles comme si elles étaient là, de façon vraiment transparente. La partie du haut, ça va être la partie structurée, on va retrouver des tables. Et justement, quand on parlait tantôt de format ouvert, le format des tables, c'est du Delta Table. En bas à gauche, c'est intéressant, par exemple, mettons que vous avez beaucoup de fichiers CSV qui ont été sortis de différents systèmes ou qui proviennent de partenaires, vous pouvez les prendre, les mettre dans un dossier, et ensuite aller les parser à la queue leu leu, ou en parallèle, ça peut être très rapide. Dans la partie raccourci, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça supporte, par exemple, des données qui viennent de l'externe. Donc vous pouvez, par exemple, avoir un stockage dans Amazon Web Services, S3, et vous pouvez le monter directement comme s'il était à cet endroit-là. Il y a Google Cloud Storage qui s'en vient, de mémoire, la roadmap dit que c'est justement pour Q1 2024. Et bien sûr, on peut faire des raccourcis entre les différents endroits. Donc si on reprend la slide qui était sur l'architecture, on est capable d'avoir par exemple des données de bronze vers silver, et de dire, bah, écoutez, cette source de données, par exemple, vient d'un ERP, puis on a vérifié, puis la qualité est bonne, peut-être qu'on va juste mettre un raccourci de bronze vers silver. Ou peut-être qu'on va transformer beaucoup les données, dépendamment d'eux. Mais ça nous donne beaucoup de flexibilité. Juste pour démystifier, qu'est-ce que ça contient une table au format Delta Table? En fait, c'est un dossier qui contient des fichiers, il y a des fichiers de données, comme on peut le voir ici, et en haut, il y a ce qu'on appelle un descripteur. Finalement, ça permet de faire du time travel, ça permettra de le faire dans le futur. Et puis, le delta log, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure du temps. C'est que la table, elle est capable, quand vous la regardez comme une table, de vous dire, voici ce qui est contenu dans cette table présentement, mais vous pouvez ensuite revenir en arrière parce que vous avez la donnée qui a servi à l'alimenter au fur et à mesure du temps. Plus en détail, on a un exemple concret d'utilisation des shortcuts. Donc, si on regarde à gauche, on a un lakehouse qui est bronze dev, dans lequel on a un certain nombre de dossiers. Donc il y a un dossier notamment qui s'appelle raw data. Dans raw data, on va retrouver nos différentes sources de données. Eparn, elle contient 3 bases de données qui sont regroupées sous un même chapeau. Regardez bien à gauche, sur Eparn, elle a un petit symbole que DILCLAN n'a pas. C'est parce que le symbole du lien ici signifie que c'est une source externe. Mais quand on les utilise avec n'importe quel programme dans Fabric, on les manipule, on ne voit pas la différence. Comment est-ce qu'on crée un raccourci? C'est en haut à droite. Tout simplement, on a le choix entre OneLake, External Sources, le Data Lake ou le Amazon S3. On lui dit en bas à droite, voici comment tu vas te connecter à ce système-là. Donc de l'autre côté, on a évidemment mis les permissions qui permettent de se connecter. Et voilà, la magie opère. Donc comme on peut voir à gauche, pour l'exemple de ce test ici, on a le countrycode.csv, et puis on peut voir qu'à droite, il est disponible comme s'il avait été vraiment chargé nativement dans Fabric. Quelques points quand même. Si jamais on supprime le raccourci, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, ça n'affecte pas la source. Par contre, si jamais on va à l'intérieur d'un raccourci, puis qu'on supprime des fichiers, ça les supprime à la source. C'est pour ça que je le mentionne ici, pour que vous le sachiez. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut dire je veux pas ce compartiment-là, et puis dans ce cas-là, au niveau de la source, on va justement configurer un accès en lecture seul, et puis ça va régler le problème. Soit on fait comme nous et on trouve que c'est intéressant et on le garde. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on a l'extraction de données qui s'est faite, qui a amené des données à ces endroits-là. Mais en fait, on veut centraliser le nettoyage des dossiers. Donc par exemple, dépendamment des sources, par exemple, tous les fichiers extraits il y a plus d'un mois, on va dire on nettoie. Comme ça, on sauve de l'espace de stockage, donc comme on est en cloud, on sauve des coûts. Du coup, c'est pratique parce que dans Fabric, on centralise ce nettoyage des données à la source également. Donc voilà. En bref, qu'est-ce que nous apportent les raccourcis? On sauve de l'espace de stockage, mais concrètement, ça se traduit en quoi comme bénéfice? On sauve des coûts. Comme j'ai dit tantôt, on peut amener des données qui sont déjà propres de bronze à silver. On va sauver du stockage, mais aussi on va sauver du compute. Il faut savoir qu'en général, en info nuagique, les coûts de compute, c'est ça.
pour les coûts de stockage qui sont ça. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup faire attention à ces coûts de compute. Ça ne veut pas dire qu'on néglige le stockage, mais ça veut dire que entre les deux, il faut quand même faire attention à compute. Comme je disais tantôt, on est capable de propager de l'information nettoyée, vérifier, organiser aux lignes d'affaires. Donc on a plus les données 360 de l'organisation, une version unique de la vérité. Ça sauve beaucoup de stress, ça sauve beaucoup de frustration quand vous savez, on a une personne qui trouve un chiffre officiel et une autre personne trouve un autre chiffre officiel. Puis lequel est le bon, okay. Je pense qu'on l'a tous vécu. Et bien justement de les avoir avec ce pré-processing qui est ensemble, avec des règles d'affaires définies par l'unité d'affaires, on évite tout ça et puis tout le monde est content et sauve du temps. Le dernier point, c'est les rapports opérationnels. Si jamais vous avez des rapports opérationnels qui requièrent d'être rafraîchis à des fréquences élevées, ça peut vous aider à sauver beaucoup de temps. Parce qu'au lieu de passer par toute l'architecture, vous pouvez faire seulement le minimum qui est requis pour votre transformation avec un changement incrémental et vous avez vos données qui sont prêtes dans un laps de temps très court. Alors on revoit un peu notre schéma d'architecture et maintenant on va voir le stockage en lakehouse. Là, on va voir le voyage des données. La partie qui est la plus à gauche, c'est vraiment le workspace DTI qu'on a vu tantôt, le grand rectangle. Et à droite, ça va vraiment être la partie, donc là c'est un exemple, sur l'unité d'affaires investissement. On voit que dans bronze, c'est organisé par source de données. On voit aussi que dans silver, on retrouve aussi la source de données, elle porte un certain préfixe. Quand on arrive à gold, ces préfixes-là ont disparu. On a une dimension calendrier qui comporte la dimension du calendrier civil et fiscal de fonds d'action. On le définit une seule fois, on le réutilise partout. Les comptes, les entités, les compagnies qui ont été investies, une dimension géographique pour pouvoir aller faire des analyses au niveau des villes par exemple. Et une table par exemple qui contient toutes les définitions des métriques. Donc ça veut dire que plus tard on va être capable d'afficher un glossaire dans tous les rapports Power BI, en fait c'est ce qu'on a fait. La dernière page de chaque rapport Power BI c'est un glossaire. Et dans le glossaire on retrouve des métriques qui ont été définies, on peut même voir qui les a définies, à quelle date, quel est le calcul, d'où ça vient, ce qui donne beaucoup confiance dans la donnée. Et on a une table de fait, la TFGL, qui est la table de fait du grand livre. Maintenant, si on passe du Workspace TI au Workspace Unité d'affaires investissement, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve finalement les mêmes dimensions qui sont mises à disposition de la business. Donc, des analystes qui veulent y aller soit en SQL peuvent le faire, ils peuvent brancher un Power BI en Direct Query dessus, et ils vont avoir les mêmes résultats. Un point important, c'est le SQL Analytics Endpoint, le point de terminaison SQL qu'on voit en haut à droite. Il faut savoir que les lakehouse sont en lecture seule. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que si vous essayez de faire un insert en SQL sur un lakehouse, ça ne va juste pas marcher. Ça va marcher avec le data warehouse qu'on va voir tantôt. Par contre, ce qui est super, c'est que vous avez le SQL Analytics Endpoint pour faire toutes vos requêtes. Donc le lakehouse, c'est vraiment adapté pour aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme données et faire des requêtes SQL. C'est très adapté aussi si vous avez des fichiers à la source. On peut quand même créer des vues. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour simplifier et standardiser les vues dans Power BI, mais ça pourrait être un autre outil de visualisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des vues qui se basent justement sur les tables qu'on voit dans le data mart, donc la partie dimension et fact, et comme ça, tout le monde a les mêmes noms standardisés partout. C'est quand même un gros gain au niveau de la compagnie, puis ça sauve aussi du temps au niveau de développement, puis les utilisateurs d'affaires nous disaient, moi je connais bien mes données, je connais mon sujet d'affaires, mais comment est-ce que j'écris ça? Tu as des conseils sur le formatage, la convention de nommage? Et bien justement, on a des exemples concrets ici qui sont juste à reproduire. Alors, Data Warehouse ou Data Lakehouse? En fait, le choix est assez simple. Si vous recherchez quelque chose qui est compatible avec du SQL classique, donc du T-SQL, Transact SQL, c'est définitivement le Data Warehouse parce que vous allez pouvoir faire de l'écriture. Insert, update, delete. Si vous allez avec du Lakehouse, vous allez pouvoir avoir les limitations dont je parlais en lecture seule, mais c'est super pratique pour traiter les données. Donc, les deux sont vraiment super utiles. Nous, chez Fondation, on utilise seulement des Lakehouse à date parce qu'on avait quand même pas mal de sources, on a des fichiers, et c'est super pratique de l'utiliser. Mais si demain on a besoin pour un Data Warehouse, je l'ai testé aussi, on crée clic-clic et le Data Warehouse apparaît. Donc, c'est quand même assez facile à utiliser, assez intuitif. Le Lakehouse est super pratique si vous avez des données de type JSON, XML, vous les traitez avec du notebook Python, ça fait des petits miracles. Moi, ça m'a sauvé de beaucoup d'heures de travail d'avoir justement ça dans les Lakehouse, parce que c'est à un seul endroit. On prend, on traite, et on peut le sauvegarder sous forme de table. Pratique aussi pour l'aspect donc Data Science, et donc tout ce qui est Python, PySpark, encore une fois. Ça, c'est plus parce que la conférence va être enregistrée, donc si vous voulez, vous recevrez le lien vers l'enregistrement à l'issue de la conférence, et donc c'est plus si jamais vous voulez revoir qu'est-ce que je devrais choisir entre un lakehouse ou un data warehouse. C'est un peu la cheat sheet où vous avez toute l'information. Parlons de la OneLake Desktop. Donc, parmi vous, à main levée, qui connaît OneDrive? Ok. Donc, OneDrive, c'est pour les fichiers ce que la OneLake Desktop App est un peu pour Fabric. Donc, finalement, ce qu'on peut faire avec cette application, c'est synchroniser ce qui est dans les lakehouse avec ce qu'on a sur le poste de travail. Nous, on s'en est servi, par exemple, là, on voit en bas
tout en bas, on a un fichier de définition de métrique. Si on le modifie à cet endroit-là, ça va synchroniser automatiquement avec le lakehouse, donc il va apparaître dans les fichiers du lakehouse. Pratique, encore une fois, si vous avez beaucoup de CSV historiques, ce genre de choses, vous les mettez ensemble, vous les copiez, ça va s'uploader automatiquement. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous avez des ETL qui génèrent des fichiers à un endroit et que vous les synchronisez sur votre poste, vous les avez. Moi, je trouve que c'est très pratique. Je dirais juste une chose, c'est qu'il faut vérifier que c'est OK pour votre politique de sécurité au travail. Peut-être que votre compagnie dit que les données doivent rester seulement dans le cloud et vous n'avez pas le droit de les copier sur votre laptop de travail. Ça, c'est à voir avec vos politiques de sécurité. Et l'autre chose, c'est je vous recommande de le faire seulement pour des environnements de non-production, pour éviter qu'il y ait un développeur ou une développeuse qui est là et qui fasse une erreur sur la production. Pour le reste, sur les environnements de non-prod, ça nous sauve beaucoup de temps. Alors, on a parlé de l'architecture, on a parlé de OneLake. Maintenant, comment est-ce qu'on amène les données à l'intérieur du lakehouse ou du data warehouse? 3 façons de le faire. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les 3 que nous, on a vraiment ici parce qu'elles correspondaient le plus à nos besoins. Alors, à main levée, qui a déjà travaillé avec Azure Data Factory? Quand même. Alors, vous reconnaissez probablement l'interface. Ce qu'on voit en haut, puis à droite, ce sont les activités qui sont disponibles. On a du copy data, on est capable d'appeler des notebooks Python, on peut faire des boucles, on est capable aussi d'appeler de quoi sur le web, on est capable aussi d'envoyer une notification par courriel avec le petit composant Outlook. Il y a quand même beaucoup de choses. On positionne les petites boîtes, on lui dit, s'il y a un succès, tu fais ça, s'il y a une failure, tu fais ça. On peut en mettre en parallèle. Ici, on a un traitement séquentiel, mais on aurait pu le mettre en parallèle également. Et finalement, ils vont tous s'appeler les uns les autres. On en reparlera tantôt quand on parlera de la gestion de la production. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut repartir de ces petites boîtes-là et aller voir en production, quand ça s'est exécuté, combien de temps ça a pris pour chacune d'entre elles. Donc c'est super intéressant pour ajuster la production. C'est pas seulement au développement que c'est utile, ça l'est également plus tard. Ça offre beaucoup de flexibilité. Par exemple, vous voulez exécuter une partie de la job, vous pouvez faire un clic droit Deactivate et garder tout le reste. Nous, on s'en sert par exemple en développement, quand on veut tester certaines fonctionnalités, ça nous sauve beaucoup de temps. Nous, on s'est posé aussi la question, parce qu'il y avait quelques jobs qui étaient sur SSIS, est-ce qu'on les migre vers Fabric? Est-ce qu'on les recrée? Le scope était assez faible pour qu'on se dise, on va tout recréer dans Fabric. On a profité pour documenter et valider les règles d'affaires existantes, puis on a réimplémenté. La réflexion que je me fais à la lueur de cette expérience sur Fabric depuis septembre, c'est que si par exemple vous voulez faire une migration peut-être plus en douceur de SSIS vers Fabric, une des options c'est déjà d'avoir une partie dans le cloud avec un data warehouse, parce que ça supporte le T-SQL et ça supporte une grosse partie en fait de ce qui marche déjà sur SQL Server et Azure SQL Database, et que ça peut être une des façons de migrer. L'inconvénient, c'est que c'est un sous-ensemble des activités d'ADF. Donc si vous devez faire une migration, je vous encourage quand même à regarder un petit peu quelles sont les différentes activités que vous utilisez. Nous, dans notre cas, il n'y a aucun moment où avec Azure Data Factory ou Fabric Data Factory, il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas faire ou ne pas faire dans un des cas. Fait qu'on a tout fait dans Fabric puisqu'on était capable de le faire pour ça. Ensuite, si on connaît les bases Azure Data Factory, c'est assez facile. Moi, sincèrement, j'ai appris Data Factory juste en regardant quelques vidéos sur Internet et je trouve que c'est très intuitif. L'orchestration est super facile. J'ai des fois vu des contextes d'entreprise où il y a beaucoup d'orchestration qui, entre guillemets, repose sur des procédures stockées à beaucoup d'endroits. Procédure stockée, d'un point de vue applicatif, généralement, elle va faire la job, elle a été codée, elle a été testée. Sauf que le problème de la procédure stockée, c'est que si ça plante au milieu, la gestion d'erreur est généralement pas très bonne. Okay, et on peut se retrouver avec un millefeuille de procédures stockées un peu partout, c'est difficile de voir qu'est-ce qui s'est passé. Ou il y a un problème de performance ou de contention. Il y a pas mal de choses qui peuvent poser problème. Alors qu'avec Fabric Data Factory, c'est super facile. C'est visuel. Vous avez la boîte. Ok, on sait que ça s'est arrêté à la boîte numéro 3. Ah, tiens, elle a pris plus de temps que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. On a même fait des tests. Par exemple, nous, on a des tests automatisés qui disent, quand j'extrais les données de telle source, je veux récupérer les données d'au moins 150 tables. Ok, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plus que 10. Ça plante. On a fait exprès tester ça sur des schémas en dev qui étaient évidemment décorrélés, mais l'important c'est qu'on l'a testé. Donc on a moins de chances que quelque chose se rende en production sans qu'on le teste. Et ça justement, la gestion d'erreurs avec Fabric Data Factory, c'est vraiment pratique pour ça. Une deuxième façon d'intégrer les données, c'est avec des notebooks PySpark. C'est un peu plus avancé, c'est vrai, mais ça offre quand même des possibilités intéressantes pour si vous avez à traiter du JSON, du XML, de manière générale, de la donnée complexe à plusieurs niveaux que vous ne connaissez pas d'avance, ça peut être quand même très pratique. Et à propos, vous n'êtes pas obligé de choisir Notebook ou Data Factory. Vous pouvez très bien avoir un pipeline, comme ceci, et que ce pipeline appelle des notebooks. C'est tout à fait compatible. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on l'a fait. Dans les notebooks, on a gardé de la logique de transformation complexe, parce qu'on utilise les fonctions Python qui ont été écrites par du monde qui l'a mis accessible gratuitement pour un usage commercial. Donc on en profite, on le réutilise, c'est très pratique, ça fait vivre tout cet écosystème-là. Et derrière, on utilise Data Factory pour l'orchestration. Une chose qui se passe souvent quand on fait des développements en Python, PySpark,
Parce qu'il peut y avoir des problèmes de conflit de version de librairie, ça peut être très très compliqué. Fait que dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des environnements qui vont être comme une bulle dans laquelle ce notebook va s'exécuter, dont on est certain qu'il bénéficie de toutes les bonnes versions pour que tout fonctionne bien. On est capable aussi de lui allouer plus de mémoire, moins de mémoire, et on peut avoir le driver qui coordonne l'ensemble et puis les exécuteurs qui vraiment font le travail et le dimensionner. Donc nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la partie en bas à gauche, le Spark Executor Instances de 1 à 3, fabrique automatiquement, se charge d'allouer plus ou moins de puissance en fonction de ce qui est requis. Fait que ça fait autant de simplifications pour le développeur qui peuvent être mis à développer des choses plus utiles d'un point de vue applicatif. En bonus, ça supporte la librairie Wheel, donc vous avez fait, imaginons votre code Python, puis vous avez tout bien organisé en module, vous mettez ça en un seul fichier, c'est assez facile à faire avec VS Code, c'est une ligne dans VS Code, vous le mettez, vous pouvez le mettre dans votre environnement en dev ou en UAT, puis plus tard en production, et ça rend les déploiements comme vraiment plus faciles. Mais là, on est quand même dans une partie très très technique, puis on va remonter d'un niveau, et on va aller dans quelque chose de beaucoup plus accessible, qui est le Dataflow. Le Dataflow, comme vous pouvez remarquer un petit peu ici, on a une interface qui ressemble beaucoup à Power Query. Et puis c'est normal, comme vous voyez en haut à gauche, c'est Power Query. Alors, on va être capable par exemple d'aller chercher un fichier Excel qui a été crafté à la main, et puis de lui dire, je veux faire telle transformation, puis enlève ça, puis garde telle colonne, enlève les duplicats, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis il va être capable de mémoriser ces étapes. On va pouvoir lui dire par exemple de garder seulement les lignes qui matchent telle chose, ou d'enlever les duplicats, et ainsi de suite. À droite, dans Applied Steps, on va voir tout ce qui a été fait, on est capable de revenir en arrière si besoin, on l'a là. Et puis en bas à droite, on choisit la destination. Par exemple, je veux que ce résultat s'écrive dans un data warehouse, ou je veux qu'il soit écrit dans un lakehouse, et dans telle table. Et voilà, on l'a avec vraiment la simplicité. Donc celui-là, nous, on l'utilise plus pour les unités d'affaires. Comme je disais tantôt, l'ATI ne veut pas être un bottleneck. Donc grâce à ça, on est capable d'outiller plus la business pour qu'ils puissent transformer leurs Excel qui sont des fois un peu complexes, faut le dire, mais avec une logique d'affaires qu'ils comprennent parfaitement bien. Et ils sont capables de restituer ça dans un lakehouse, un warehouse, sur lequel un Power BI va pouvoir se brancher et va pouvoir montrer à la fois des données de TI qui sont déjà propres, organisées, puis rajouter avec la logique d'affaires. Typiquement, on avait un système source où il n'y avait pas d'information de classification de certains profils d'actionnaires. Avec un fichier Excel à la main qui définit les caractéristiques pour classifier les personnes, on était capable de monter un profil complet. Ça se met à jour automatiquement. Lequel pour quelle utilisation? Finalement, donc là c'est pareil, c'est pour à titre de référence. Est-ce qu'il faut choisir un pipeline, une activité, un Dataflow ou un notebook PySpark? Eh bien voilà, dépendamment de ce que vous regardez, orchestration, traitement de données structurées, données complexes, et du public, par exemple des analystes ou des scientifiques de la donnée, ce tableau-là peut vous aider à savoir quel est l'outil le plus adapté. Ce qui nous amène à la fin de la partie sur l'ingestion de données. Alors on va prendre un petit 10 minutes de pause, et puis on revient pour la partie Fabric Power BI. Donc rebonjour. Alors on a vu l'architecture dans Fabric qu'on a mis en place chez Fondation, on a vu le stockage OneLake, on a vu comment amener les données, puis maintenant on va parler de la visualisation avec Fabric Power BI, puis qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent par rapport au Power BI que vous connaissez. Alors d'abord, il y a une première chose qui est nouvelle par rapport à Power BI, c'est que chaque warehouse ou lakehouse qui se trouve dans Fabric va automatiquement posséder un modèle sémantique par défaut. Donc, comme vous pouvez voir à gauche, on a un lakehouse qui s'appelle le Lakehouse Finance Sandbox UAT. Donc finalement, c'est un endroit où l'unité d'affaires finance peut aller travailler sur des données qui sont UAT, pré-prod, faire leurs tests. UAT, c'est User Acceptance Test. C'est l'environnement vraiment de test. On s'en sert autant pour développer des rapports avec des fonctionnalités qui sont un peu preview que pour justement que eux se préparent à des nouveaux rapports ou faire des recherches qu'on va ensuite mettre sur des données de production. On le fait des fois parce que ça arrive que on sait que dans un système en production, il va y avoir telle chose parce qu'il y a un changement de process dans un mois, mais le fournisseur cloud n'a pas encore livré la nouvelle version. Donc on a testé ça sur la pré-prod, et le jour où il bascule la switch, on est prêt. Donc on a ce modèle par défaut qui existe, et finalement qui va contenir l'ensemble des tables qui sont présentes dans le Lakehouse. Donc vous rajoutez une table demain dans le Lakehouse Finance Sandbox UAT, quelques secondes, ou peut-être 1 ou 2 minutes après, elle devient disponible dans le modèle par défaut. Okay, c'est valide pour tous. Évidemment, en termes de contrôle d'accès, on a plein de précautions. Donc, tantôt j'ai montré un workspace, c'est comme dans Power BI. Vous pouvez donner accès à des personnes seulement à une app, donc c'est vraiment complètement contrôlé, c'est de la lecture seule, les utilisateurs ne peuvent rien casser, et peuvent par contre utiliser des filtres, faire de l'export et tout le classique de Power BI, mais vous pouvez aussi donner un accès workspace, lecture seule ou non, et les personnes, dans ce cas-là, si elles ont accès à l'espace de travail, workspace Power BI, elles pourront voir le modèle sémantique par défaut, elles pourront voir les données des lakehouse et des warehouse. Si on regarde
qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire auto-create a report, où on peut lui dire je veux créer un rapport à partir de rien du tout. Et là, on peut faire du drag and drop. Et puis, en fonction de ce qu'on met, il va peut-être nous faire un graphique en bas ou quelque chose d'assez standard finalement. Comment est-ce qu'on connecte un Power BI Desktop à Fabric? Alors, si vous avez utilisé une version assez récente de Power BI Desktop, vous aurez peut-être remarqué qu'à côté de Get Data et Excel Workbook, il y a un nouveau OneLake Data Hub qui est apparu. Il était avant en preview, il est maintenant, il est depuis le 15 novembre comme live. On retrouve la connexion à Power BI Semantic Models, qui est l'équivalent des datasets jeux de données, tout ce qu'il y a de plus classique. On a les Lakehouse, les Warehouse et des Custo QL Databases. Nous, on utilise principalement des Lakehouse, comme je le mentionnais tantôt, mais si on avait des Warehouse, on pourrait se connecter de la même façon. Quand on dit je veux me connecter, comme dans du Power BI classique, ça vous affiche la liste de tout ce qui est disponible. Et là, la beauté de la chose, c'est que c'est facile d'accès, c'est là, c'est dans la plateforme Fabric. Vous n'avez pas besoin de configurer beaucoup de choses. Si vous avez accès au workspace, vous avez naturellement accès à tout ce qui s'y trouve. Et en bas, on voit qu'on retrouve les vues qui ont été créées tantôt sur le SQL Endpoint. Donc là, on a un exemple très concret. C'était il y a quelques semaines, un des analystes de l'unité d'affaires finance qui avait un fichier Excel qui permet de contrôler certains aspects fiscaux qui ont été déclarés au cours des années. Il voulait croiser ce fichier Excel-là avec les données. Très simple, il a été capable de le faire quasiment de façon autonome. On l'a un peu formé parce qu'il était assez nouveau avec Power BI, mais on lui a donné un rapport qui sert de modèle chez nous, qui est déjà avec les données financières. On lui a montré, regarde, ton Excel, tu peux le brancher de telle façon dessus. Il avait tout au même endroit. Et il y a une colonne qui s'affiche avec une couleur dépendamment de si ça match ou si ça ne match pas, avec une petite filtrée. Voilà, très facile. À quoi ressemble un modèle sémantique dans Power BI tel qu'on l'a créé nous-mêmes? Eh bien, en fait, vous retrouvez ici un schéma en étoile assez classique pour les personnes parmi vous qui font de la modélisation dimensionnelle. Donc, on a une table de faits au centre et des dimensions autour. C'est pour ça que ça s'appelle un schéma en étoile. Les faits, ça va être des valeurs numériques, typiquement. Ici, on a des données qui viennent du grand livre, donc des montants en crédit, débit et un montant net. Et on va trouver autour tout le contexte qui permet d'expliquer ce qui s'est passé. On parle de quel compte? Quand est-ce que c'est passé? C'est par rapport à quelle entité investie? C'est dans quelle région géographique? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très facile pour les analystes de travailler avec ça. Ce qu'on ne voit pas non plus ici, c'est qu'en fait, ces données proviennent de deux sources de données différentes. Un CRM qui est dans le cloud et le grand livre qui est sur une base de données qui est liée à un processus d'affaires et qui est en interne. Ici, toute cette complexité a disparu. Mais on a quand même gardé la traçabilité. Par exemple, dans TFGL, on a un champ qui s'appelle RefGL. Donc les analystes peuvent, s'ils le veulent, aller voir le détail d'une transaction pour des besoins de s'assurer qu'on a une consolidation parfaite. Alors on a un analyste qui a passé plusieurs jours à vérifier si c'était correct. Et à chaque fois qu'il y avait une erreur, en fait, c'était juste qu'il y avait quelque chose pas à jour dans son Excel qu'il devait vérifier. Mais la donnée ici était toujours bonne et cohérente puisque justement, elle vient du grand livre des finances. Donc voilà, c'est ça qu'on apporte aussi avec Fabric. C'est une simplification de l'accès à la donnée très concrète pour des analystes. Exemple d'app, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une application Power BI tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai eu l'accord de le mettre, à la condition de flouter un certain nombre d'informations, dont les rendements. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du Power BI tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis ici, on peut cliquer sur les différents filtres ici. On peut les voir ici. Au total, on a quelque chose comme entre 20 et 25 filtres de mémoire qui permettent de tout voir, l'ensemble des dossiers. Et puis, je vois l'utilisation qui est faite dans Power BI, et puis je sais que ce rapport-là est très utilisé. Comme je le mentionnais tantôt, le glossaire est ici. Alors maintenant, on passe sur une portion un petit peu plus technique qui illustre aussi une des différences entre le Power BI que vous connaissez et le Power BI de Fabric. Personnellement, je n'ai trouvé aucune fonctionnalité de Power BI qui était présente dans le Power BI classique qu'on ne retrouve pas dans Fabric. On les a toutes retrouvées, mais bonifiées. Donc qu'est-ce qu'il y a en plus? Si on regarde les connexions et qu'on regarde la première ligne où il y a le Lakehouse en mauve, on voit que c'est une connexion Direct Query. Direct Query, c'est quoi? C'est une façon de se connecter de Power BI au serveur source. Comment ça fonctionne? Vous ouvrez le rapport. Power BI va dire, OK, il y a un visuel qui montre par exemple un diagramme en barre avec ces informations-là par province. Il va dire, OK, pour afficher ça, je dois créer une requête SQL, je l'envoie au serveur de base de données, le serveur reçoit la réponse, il la priorise, il exécute, il retourne le résultat. Power BI dit, OK, sur les données que j'ai reçues, c'est-à-dire que cette barre-là, elle doit faire telle taille, celle-là doit faire telle taille, et ainsi de suite. Et il les organise. C'est comme ça que ça marche le Direct Query. C'est bien, jusqu'à un certain point. Ça fonctionne, par exemple, si vous avez un serveur de base de données qui est rapide, parce qu'il y a la latence entre les deux, plus le temps d'exécution du serveur, qui n'est pas trop chargé. Mais souvent, c'est lent. Donc, l'autre mode, qui est avec le warehouse en vert, le Lakehouse warehouse en vert, c'est l'import. L'import, c'est quoi? C'est tout simplement du cache. Le cache, c'est quoi? C'est de prendre des données, de les mettre prêtes à utiliser. Okay, c'est la différence entre, mettons, vous allez à une place pour acheter un sandwich, ça prend peut-être 10 minutes pour que le sandwich soit fait si vous choisissez tous les ingrédients, mais vous arrivez et il y a peut-être 5 modèles de sandwich qui sont déjà tout prêts, vous sauvez du temps. C'est un peu ça le cache. C'est la préparation des sandwichs en avance, donc dans cette image-là. Donc dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Power BI,
à chaque jour, ou bien à chaque heure, ou peu importe, je veux que tu ailles extraire les données de la base de données. Je veux que tu les prépares dans un format super optimisé. Je veux que tu les charges en mémoire, comme ça, quand les utilisateurs arrivent sur le rapport et puis qui sont là, qui cliquent, c'est quasi instantané, peu importe qu'on ait des centaines de milliers ou des centaines de millions de records, je veux que ce soit rapide. Ça, c'est important parce que, déjà, pour la qualité de vie des personnes qui travaillent avec ces rapports-là, pour l'adoption des outils, et puis d'un point de vue rentabilité aussi, c'est super important que les outils soient rapides. Personnellement, moi, j'aime bien quand dans un rapport, ça répond à la seconde près quand on clique ou qu'on filtre sur quoi que ce soit, et je considère qu'au-delà de 5 secondes, ben, c'est lent. Donc, l'import permet de régler ce problème-là en chargeant à intervalles réguliers. Oui, mais si vous avez un rapport qui est opérationnel et qui doit être chargé, par exemple, aux 10 minutes, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec du Power BI Pro, vous pouvez rafraîchir jusqu'à 8 fois par jour. Si vous êtes avec du Power BI Premium, ou avec une capacité fabrique de 64 et plus, vous pouvez rafraîchir jusqu'à 48 fois par jour, donc ça vous donne toutes les 30 minutes. Sauf que vous ne pouvez pas dire, par exemple, je veux 48 fois par jour entre 7h du matin et 7h du soir. Ça va être toutes les demi-heures aux 24 heures. Okay, donc ça génère de la charge sur vos serveurs, en pleine nuit qui n'est pas forcément utile, dépendamment du cas d'affaires. Et puis surtout, si vous avez besoin que votre rapport soit rafraîchi aux 10 minutes, ça ne marche pas. La solution, c'est quoi? C'est le Direct Lake. Direct Lake, la promesse du Direct Lake ici, c'est les performances de l'import, tout en ayant finalement la réactivité des données du Direct Query. Je l'ai testé, j'étais curieux, je suis architecte de solution, donc je l'ai testé, oui c'est vrai. Okay, donc j'ai fait les tests, j'ai chronométré, oui c'est vraiment rapide de l'avoir en Direct Lake. Ici, on va trouver vraiment le tableau de comparaison des différents modes. Puis là, c'est une slide qui est assez chargée. Restez bien avec moi, je vais essayer de vous la faire parcourir. C'est aussi parce que sur l'enregistrement, suite à la conférence, ça sera vraiment une aide à la décision de quel type de connexion serait bien pour mon cas, pour le cas que vous avez. J'ai étudié ça selon deux perspectives. La perspective des utilisateurs et utilisatrices de la solution, puis la perspective des développeurs et développeuses qui vont travailler là-dessus. Pour l'utilisateur, il y a plusieurs choses qui comptent, notamment la rapidité. Mais du point de vue du développeur, il faut aussi penser à quel point est-ce que c'est facile à développer, à quel point est-ce qu'on peut facilement le modifier par la suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai constaté? Alors, si on est en Direct Query ou Direct Lake, ça va se connecter au Lakehouse ou au Data Warehouse, qui sont case sensitive. Autrement dit, vous recherchez une compagnie qui s'appelle Fondaction avec un F majuscule, vous mettez un F minuscule, et F minuscule, il ne le trouve pas. Okay, donc, dans certains cas, c'est acceptable, des fois, ça peut être problématique. Une solution, c'est d'aller avec l'import mode. L'import mode n'est pas case sensitive, ça va fonctionner. Oui, mais dans Power BI, quand on va avec le mode import, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas impossible de revenir en arrière, mais Power BI ne vous le permet pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez enregistrer plein de transformations, et en mode Direct Query, ça ne se traduit pas bien en quelque chose qu'on peut envoyer une base de données pour vous dire fais toutes ces transformations d'un seul coup. La base de données, il faut juste lui envoyer la requête toute prête. Donc si vous êtes en mode import, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir le mode dual. Le mode dual, c'est un peu comme avoir le mode import, mais vous pouvez revenir en arrière. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on veut que les utilisateurs puissent choisir facilement minuscule, majuscule, on ne veut pas qu'ils s'embêtent avec ça. Mais on veut pouvoir passer plus tard à Direct Query ou Direct Lake, fait qu'on est allé en mode dual, comme ça on n'est pas bloqué en import, on peut revenir en arrière. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous devez choisir entre import mode et dual, je vous recommande de vérifier. Nous, on n'a pas eu de cas où il y aurait eu un bénéfice à être en import plutôt qu'en dual. Donc ça, c'est un des points importants. Direct Lake, nous, on l'utilise beaucoup pour les rapports opérationnels. C'est génial parce qu'on a le backend qui met à jour le rapport très rapidement, l'analyse refresh, où il change un filtre et peut voir en temps réel, ou quasi temps réel, en fait, ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est juste le résumé de ce choix-là que je viens d'expliquer. Parlons maintenant de la traçabilité. Vous avez un chiffre dans un rapport, vous voulez savoir d'où il vient. Comment est-ce qu'on fait? Plusieurs façons, mais entre autres, il y a un outil que j'adore vraiment dans Fabric, qui est la traçabilité. Donc c'est un peu la vue de traçabilité de Power BI, sauf qu'en plus elle supporte les shortcuts. Alors, si on regarde ici, d'où viennent les données? En fait, on voit qu'elles viennent du Lakehouse Gold Prod, qui est allé dans le Finance Sandbox Prod, qui lui se trouve en fait dans l'unité d'affaires Finance, qu'ensuite de ça, il s'est retrouvé dans le endpoint qu'on a mis par-dessus, on a mis des jolies vues bien pratiques, et que par-dessus, ça nourrit quoi? Le modèle sémantique Finance, le sémantique modèle Finance qui se trouve ici. Et finalement, ça nourrit ce rapport et ce rapport. Donc en un clin d'œil, on est capable de voir, ok, tout le chemin de la data, ok, il est venu d'ici. Donc c'est quand même très pratique, puis c'est fourni, c'est standard, c'est inclus dans le prix. Alors là, on a vu les contenants, on a vu comment on a géré les données, on a même vu la visualisation. Maintenant, comment est-ce qu'on développe sur Fabric? Ça ressemble à quoi le déploiement en production? Et la gestion de la production. Fabric vient avec ce qu'on appelle des Development Pipelines. C'est un thème qui existe aussi sur Azure DevOps. Qui parmi vous a déjà travaillé avec des Development Pipelines sur Azure DevOps? Ok. Donc, les étapes, c'est qu'on va créer un pipeline de données en premier. Quand on va le créer, il va arriver avec 3 grands espaces dedans, un qui est dev, un qui est test, un qui est prod. On va lui dire,
voici ce que c'est le dev, c'est tel workspace, voici le test, voici la prod. On va appuyer sur un bouton, et tout ce que vous avez dans workspace de dev va se retrouver en test. Vous faites vos tests, vous êtes content, tout est beau, cliquez sur le bouton et vous l'envoyez en production. Okay. Prenons un instant pour voir le schéma d'architecture qu'on a vu tantôt. Le schéma d'architecture que je vous ai présenté, c'est le schéma d'architecture de production. Dans la réalité de l'implémentation, il est comme ça en production, mais évidemment, on a plus d'environnement que ça parce qu'on veut pouvoir développer. Okay. Donc, si on regarde bien le workspace TI qui est toujours à gauche, si on zoome dessus, on voit qu'à droite, il y a un rectangle rouge. Le rectangle rouge montre nos environnements TI. Donc, on a Dev, on a UAT où on fait nos tests, et on a Envia One qui est la production. On l'appelle Envia One parce que One, comme c'est centralisé. Qu'est-ce qu'on fait? En Dev, on fait tout le développement back-end. On a la liberté de faire tout ce qu'on veut, on est très flexible. Si on casse des choses, c'est pas grave parce que ça fait partie des devs. On est en train de faire des choses, on est en train de les construire. Okay, on n'habite pas dans une maison quand on a mis quelques briques autour. Right, donc de la même façon, ici, on est libre de mettre les briques autour. On sait qu'il n'y a personne qui va venir et on met le toit quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait vraiment dans Envia Dev. Dans UAT, on a la version stable de tout ce qu'on a développé. On demande en UAT, les développeurs de Power BI, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont branchés sur UAT. Donc ils ont la stabilité avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Fait qu'on n'a pas besoin de faire trop souvent des mises en production juste pour donner une feature, avec tout le cycle que ça inclut, la communication, préparer la mise en prod, informer les gens, faire beaucoup de tests. C'est très lourd comme processus. Fait que ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait une mise en production toutes les 1 à 2 semaines. Des fois, on peut le faire plus fréquemment s'il y a vraiment un besoin d'affaires qui le justifie. Mais ça nous permet vraiment d'avoir un output le plus possible des développeurs sur le projet. Pourquoi? Parce que on ne casse pas l'environnement du UAT, il est extrêmement stable, mais avec toutes les nouvelles données. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir ces 3 environnements-là pour le workspace de la TI. Côté affaires, les rectangles bleus, on en a 2 par unité d'affaires. On a la version production, par exemple l'épargne ici, c'est la tirelire. En dessous, ils ont le même, mais en version sandbox. On voit que c'est similaire en termes de pattern pour finance et puis pour investissement. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on a ces environnements-là? Tout simplement parce que les personnes qui sont des analystes ou qui veulent aller regarder les choses côté investissement n'ont pas forcément envie tout de suite de publier leur rapport et le mettre à disposition des autres unités d'affaires. Ils veulent s'assurer des chiffres, ils veulent vérifier des choses. Mais quoi de mieux pour vérifier la véracité de votre rapport que d'avoir des données de production? C'est la meilleure source. Vous pouvez comparer par exemple la fin d'une année fiscale avec ce que vous avez dans le système source, avec ce que vous avez, avec les chiffres que vous avez transformés. Donc la recommandation ici, c'est faites vos développements sur les données de prod si c'est permis, si c'est possible dans votre contexte, parce que vous aurez des valeurs qui sont les plus proches de la réalité. L'autre chose aussi, c'est que parce qu'ils vont souvent découvrir des choses dans les données qui sont à corriger, ils vont le corriger dans le système source, ils vont revenir 1 heure après, donc si vous avez un update à l'heure comme on l'a sur l'investissement, et ils vont voir déjà la correction qui est faite. Donc on a un cycle qui est beaucoup plus rapide de nettoyage des données, de développement de Power BI et d'avoir vraiment des rapports qu'on est capable de sortir, et ça ne prend pas 3 mois pour sortir un rapport, ça prend 2 semaines. Une fois que leurs rapports sont validés et qu'ils sont satisfaits de la qualité, ils peuvent les monter en production, petite mise à jour de la Power BI, et voilà, c'est en production. Tout ça m'amène à le déploiement. Si on regarde ici, on a l'environnement de dev. Ici, on va avoir l'environnement test, UAT. On appuie sur le bouton et ça déploie. Alors, ce que ça a comme limitation présentement, c'est que ça déploie tous les items. Donc il faut faire attention avec ça. Par exemple, si vous avez des lakehouse en dev, si vous appuyez sur le bouton, ça pourrait déployer des données de dev en UAT et du UAT en prod. Donc c'est juste un point de vigilance que je vous mentionne ici. Après, si vous les avez nommés différemment, vous faites attention, pourquoi pas. Mais c'est juste un point de vigilance. Par contre, une fois que ça va être supporté avec la capacité de dire je veux exclure certains items, ça va être absolument génial parce que le principe est vraiment, vraiment pratique. C'est très, très intuitif. L'autre chose, c'est que présentement, on n'est pas capable de déployer les pipelines avec ça. Donc les pipelines de dev ne se retrouvent pas en UAT si on appuie sur le bouton. Mais par contre, il y a un workaround qui est assez facile. Save as, on lui dit t'es dans dev, je veux que tu te sauvegardes en UAT. Et voilà, il apparaît en UAT. En termes de processus et outils de développement, nous on utilise VS Code. On met le code sous contrôle de version dans Azure avec Git. Donc on a des repositories. On a en fait un repository pour la TI. On en a aussi certains pour les lignes d'affaires. Comme ça nous permet quand même de garder un certain... on a de la flexibilité, mais on peut revenir aussi en arrière. Et évidemment, on met pas VS Code dans les mains de chaque personne de l'unité d'affaires qui utilise Power BI. Mais ce qu'on fait, comme nous, on a des cycles d'itération de 2 semaines. Aux 2 semaines, on leur dit est-ce que tu es satisfait de ton rapport? Si tu veux, on le met sous contrôle de version. Eux, ça les rassure. On peut revenir en arrière et voir les changements. À propos, dans Power BI, vous l'avez peut-être vu, c'est une preview feature. Si vous ne la voyez pas, il faut juste aller dans les options de Power BI et dire je veux activer la preview feature. Il y a une façon de sauvegarder qui n'est pas le fichier standard Power BI PBIX, qui est finalement un zip en fait de Power BI. Ça s'appelle le Power BI Project. L'avantage du Power BI Project, c'est que c'est des fichiers de texte. Donc quand vous allez les mettre sous contrôle de version, ça va prendre beaucoup moins d'espace. Et puis c'est plus facile jusqu'à un certain point de voir qu'est-ce qui a changé dedans. Donc nous on l'a utilisé. Oui, c'est une preview feature, mais elle est très très stable depuis qu'on l'a utilisé. Puis
on est capable de revenir en arrière si besoin. Fait que si vous faites du développement Power BI et que vous ne connaissez pas le format Power BI Project, je vous invite à aller regarder la documentation, ça peut vraiment être utile. Dernier point, c'est qu'on fait des pull requests et on fait des revues de code. La pull request, c'est quoi? C'est par exemple un des développeurs de l'équipe a fait un développement, va faire un commit en local, donc ça veut dire je m'engage à ça, j'ai fait ces changements-là, je suis content, va les publier et va créer ce qu'on appelle une pull request en mettant un reviewer. Ça veut dire je propose ce changement-là, mais j'aimerais bien que quelqu'un le review. Donc mettons, il met mon nom comme reviewer, je reçois un courriel qui me dit il y a telle personne qui voudrait que tu reviews son code. Je me connecte, je vois les changements, je peux les télécharger en local, je peux vérifier que ça fonctionne bien, et ensuite j'approuve. Ou bien je peux dire non, il faut changer telle chose. Ça, grâce à ça, nous, on n'a jamais eu un cas depuis septembre où on a cassé une feature sans le savoir. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucun problème qui a débordé de dev à UAT, et encore moins en prod. Pourquoi? Parce qu'on a ce processus-là en place. En plus, on a mis aussi des tests automatisés, fait qu'on sait que tout au long de la chaîne, il y a des vérifications qui sont automatisées. Est-ce que ça arrivera un jour peut-être, mais à date, depuis septembre, ça va bien. C'est pour ça que c'est un bon investissement d'avoir ce processus-là. C'est aussi pour le partage de la connaissance. Donc si demain on a des nouveaux développeurs et développeuses qui rejoignent le projet, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier de ça et apprendre plus rapidement. Ça peut être des fois stressant quand on arrive dans un environnement technologique qu'on ne connaît pas. Nous, il y a quand même beaucoup de documentation qui est faite. Les gens qui ont créé le projet sont là, mais si vous prenez des choses un peu plus anciennes, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu de stress sur des projets avec de l'archéologie informatique, où les personnes étaient parties depuis très longtemps, et on savait que c'était critique, mais on savait plus comment ça marchait. Ben là, voilà, on enlève beaucoup de stress sur les personnes qui rejoindront le projet avec tous ces processus-là. Passons à la gestion de la production. Vous allez voir, c'est vraiment bien pensé dans Fabric pour l'aspect gestion de la production. D'abord, on est capable de voir en un clin d'œil dans ce qu'on appelle le Monitoring Hub, tout ce qui s'est passé. Donc on est capable de voir les pipelines, comment ils sont exécutés, on peut voir les notebooks, on peut voir les rafraîchissements de Power BI, on les a tous centralisés. Donc on n'a pas besoin d'aller dans plein d'outils séparés, ça sauve énormément de temps. Dans les pipelines, comme je disais tantôt, on peut aussi mettre des petits composants Outlook, une activité Outlook qui va envoyer par exemple un courriel disant ça a marché ou ça n'a pas marché. Okay, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que si par exemple le pipeline qui est en charge au final de mettre à jour toutes les données qui nourrissent finance échoue, si ça arrive, ça envoie un courriel à une liste de distribution qui inclut les utilisateurs d'affaires de finance. Comme ça, ils ont confiance dans la solution. Ils savent que quand ils ouvrent leur rapport, c'est données qui sont à jour. Puis à date, la seule fois où ça a planté, c'est quand en fait il y avait une mise à jour planifiée du système source. Donc on en a profité pour tester nos alertes. Voilà, et on sait qu'elle marche. Ici, on sélectionne par exemple un pipeline et on clique sur Schedule. Ça nous dit quoi? Ça nous dit il va déclencher pour la prochaine fois dans 13 heures. Quand est-ce qu'il se met à jour? Ok, du lundi au vendredi. Tant qu'à faire, on sauve de la capacité le dimanche, on pourrait même l'utiliser le lundi. C'est la capacité Burst, j'en parlerai tantôt. Et voilà, on veut qu'il s'exécute à ces heures-là. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en plus de ça, il y a le choix du fuseau horaire. Fait que si par exemple toute votre business elle est vraiment juste à Montréal et puis que vous voulez ou au Québec et que vous voulez que tout soit sur l'heure de l'Est, eh bien il va tenir compte automatiquement du changement d'heure, donc ça évite quand même beaucoup de tracas par rapport à d'autres choses qui pourraient se passer. Voici l'exemple du Monitoring Hub. On peut voir que le pipeline Duo est en cours d'exécution. On est capable de filtrer, dire je veux voir juste les pipelines, je veux voir les notebooks. Ici, j'ai filtré sur l'environnement Envia One, donc je vois seulement la production. Mais voilà, on est capable aussi d'aller mesurer est-ce que ce pipeline prend plus de temps ou moins de temps, parce qu'on rentre toujours plus de données dans les systèmes, à quel point est-ce que ça impacte les performances. On est capable de le voir ici. Et on voit bien sûr le statut. Ce qu'on ne voit, on le voit pas dans la colonne Submitted by, mais en fait c'est soumis par un utilisateur de service. Ma recommandation, quand ça fonctionne en production, vous devriez toujours utiliser des comptes de service, c'est-à-dire un compte qui n'est pas associé à une personne. Si moi, demain, Rémi, je ne travaille plus pour Fonds d'Action, eh bien, je veux que les systèmes continuent à tourner et à fonctionner, même si mon utilisateur est désactivé. Donc, c'est une bonne pratique, si vous avez des systèmes déjà qui font ce genre d'update automatiquement dans vos compagnies, d'aller vérifier que c'est bien sur un compte de service. Comme je le disais tantôt, une des beautés d'utiliser l'environnement Fabric où il y a vraiment tout qui est centralisé, c'est que les pipelines, avec leur activité, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc on peut aller en production et dire combien de temps ça a pris. Pour chacune des activités, on peut voir le temps d'exécution. On peut aussi le voir sous une forme Gantt. Ici, on a un traitement séquentiel, mais mettons que vous auriez de l'extraction en parallèle, du traitement en parallèle, vous pouvez voir aussi sur le Gantt lesquels vont plus vite et les ajuster pour avoir des meilleurs gains de performance. Et finalement, la partie de la gestion de la production, c'est aussi l'application qui s'appelle la Fabric Capacity Metrics. Alors, on en a parlé tantôt à la pause. Qui a entendu parler de cette application? Okay. Dans cette application, on est capable, c'est vraiment un outil qui est super intéressant, c'est une sorte de tableau de bord qui est fourni pour voir votre capacité Fabric, comment est-ce qu'elle marche. Une capacité, on va le voir tantôt, finalement, c'est un cluster de compute. C'est une certaine quantité de puissance que Microsoft met à votre disposition basée sur le contrat que vous avez choisi, ou la capacité que vous avez louée. Ça, c'est l'application, elle est gratuite. Ça s'installe en quelques clics et elle vous offre jusqu'à 14 jours d'historique. On va retrouver plusieurs éléments là-dedans.
Si on part d'en haut à gauche, ça va nous montrer par type, on va dire, d'item, qu'est-ce qui consomme le plus. Les lakehouse, les warehouse, les notebooks. Ce qui est super intéressant, c'est en bas voir qu'est-ce qui est utilisé. On va parler un peu plus tantôt, mais mettons que vous avez une capacité qu'on appelle F64. F64, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des capacity units. Une capacity unit, finalement, c'est un certain nombre de processeurs virtuels qui sont mis à votre disposition dans le cloud. Donc si vous avez une F64, ça vous donne un certain nombre de processeurs. Finalement, ça vient avec la mémoire de travail qui va avec, à ne pas confondre avec la mémoire de stockage. Pourquoi on voit des secondes après? Parce que c'est une capacité à la journée. Donc si par exemple vous avez une F64, ça vous donne 64 x 24 x 3600. C'est, on va dire, ce que vous avez dans la journée que vous pouvez consommer. Okay. Il faut savoir que Fabric vient avec quelque chose qui est super intéressant qui s'appelle la burst, la fonctionnalité burst. Burst, c'est quoi? C'est, vous n'avez pas utilisé la donnée la capacité de compute la veille, vous pouvez l'utiliser le lendemain. Okay. Donc, mettons qu'on est lundi, vous avez utilisé 80% de votre capacité. C'est entre guillemets un peu comme si le mardi vous aviez 120%. Okay. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu l'idée. Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est que ça vous donne plus de puissance. Ça ne se cumule pas par contre, hein, ça ne se cumule pas pendant des jours et des jours, c'est juste ce que vous n'avez pas consommé la veille, vous pouvez l'utiliser pendant la journée suivante. Néanmoins, c'est intéressant, parce qu'ici, vous pouvez savoir qu'est-ce qui consomme plus, qu'est-ce qui consomme moins, et faire des ajustements. Ici, ce que vous voyez, c'est la capacité, ce qu'on appelle chez nous non-prod, donc elle contient en fait dev et UAT, on a séparé la production. Je vous recommande de toujours séparer la production du reste, parce que vous ne voulez pas que des développeurs qui travaillent intensément fassent éventuellement un jour ralentir votre production. En trial, c'est pas grave, en trial, vous faites des essais, tout ça. Une fois que vous avez vraiment la production, c'est quand même mieux de les compartimenter si vous le pouvez. Ici, on peut voir les pics de consommation. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a du bleu et pourquoi est-ce qu'il y a du rouge ici, le bleu, c'est du background, et le rouge, c'est l'interactif. Concrètement, ça veut dire quoi? Bleu, c'est des schedulers qui s'exécutent à des heures automatiquement et ce genre de choses. C'est tout ce qui est traitement automatisé. Tandis que rouge, ça va être de l'interactif. Donc, par exemple, des rapports Power BI branchés sur un Direct Lake. L'utilisateur clique, clique, clique. On a un utilisateur qui est connecté, qui fait des requêtes en SQL. Ça va être dans le rouge interactif ici. J'ai oublié de préciser. Si ici, par exemple, vous avez atteint la limite de la journée, okay, généralement, Fabric ne va pas vous dire stop, tu reviens demain, parce que si c'est par exemple 4 heures de l'après-midi, vous avez traitement à faire, c'est embêtant. J'ai fait les tests, j'ai benchmarké la future production quand à l'époque elle n'était pas la production. Okay. Oui, j'ai poussé la limite jusqu'au point où il m'a dit écoute, là tu as lancé 10 notebooks Python en parallèle, là, soit tu payes plus, soit tu en enlèves, soit tu attends. Okay, il me l'a dit. Okay. Au moins c'est bien parce que vous avez des messages d'erreur qui sont très clairs. Il vous le dit, il vous dit erreur nanana, capacity, voilà. Donc on le sait. Une chose qu'on peut faire, c'est aussi d'y aller un peu plus doucement et d'y aller avec comment dire, quand on a utilisé plus que ce qui est permis dans la journée, Fabric généralement ne va pas vous couper l'accès, il va faire ce qu'on appelle le throttling. Il va vous ralentir. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les rapports Power BI ne ralentissaient pas, mais que si on lançait des gros notebooks Python, que c'était un peu plus, que là on avait plus de chances qu'ils nous disent non. Mon guess, mais j'ai pas trouvé la confirmation, c'est qu'en fait, probablement qu'il met la priorité sur les utilisateurs finaux. Donc vous vous connectez à votre rapport, vous avez de bonnes chances de pouvoir le voir, et des gros traitements en arrière, il va dire, ben, réalistement, là, celui-là, je vais peut-être pas pouvoir le finir, mais réessayer un peu après. Et à chaque fois, nous, on a vu que ça récupérait bien. Autre chose, c'est que nous, par exemple, on a poussé des grosses choses le lundi, parce qu'on sait que le lundi, on récupère de la capacité du dimanche. Ça, c'était quand on était en trial. Depuis qu'on est en production, de toute façon, on a assez de capacité. C'est juste qu'on faisait tout tourner sur la même capacité au début pour économiser de l'argent. Et justement, ça nous amène au coût de la plateforme Fabric. Parmi vous, qui a déjà regardé les prix publics en ligne? Alors, on va les voir ensemble. On a deux grandes parties, en bleu et en vert. En vert, ça correspondrait un petit peu, si on voulait mettre dans le monde du Power BI, à ce qu'on appelle le Power BI Premium. Donc par exemple, une P1 Power BI, c'est un peu équivalent en termes de puissance à une Fabric F64. Là, les coûts que vous voyez, ce sont des prix publics. Okay, fait comme toujours, c'est toujours intéressant de parler avec votre représentant Microsoft ou avec Solution BI pour voir ce que vous pouvez avoir comme prix. Mais voilà, ça c'est les prix publics. Autrement dit, c'est vraiment accessible. Là, ce sont les prix pour la région Canada Centre en dollars canadiens. Et je pense que c'était le 14 ou le 15 mars. Il y a plusieurs façons de lire ce graphique-là, mais le premier, c'est la puissance. De F2 jusqu'à F256. En fait, je pense que ça va jusqu'à F2048, mais ça commence à devenir cher. Okay. Fait que nous, ce qu'on vous recommande, c'est, si vous voulez essayer Fabric, allez-y avec le trial. Le trial, par défaut, c'est la F64. Okay. Ça donne quand même beaucoup de puissance. Il y a deux façons de payer. Il y a le paiement à l'utilisation, puis il y a la réservation. Comme vous pouvez voir, la réservation indique qu'il y a 41% d'économie. Nous, on a fait le calcul. On s'est dit, voilà, la capacité, on peut la réserver pour un an, ou bien on peut payer à l'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait? Un ratio mathématique ici, en prenant tout simplement le nombre d'heures dans la semaine, et puis en appliquant le 41%, nous montre que si vous avez une capacité qui tourne plus que 14 heures par jour du lundi au vendredi, c'est mieux de la réserver. Okay,
ok, vous ferez des économies, puis elle sera disponible tout le temps. Ok, le ratio il est à peu près là, 14 heures par jour du lundi au vendredi. Ça paraît large, mais en fait, dans notre équipe de développeurs, on a du monde qui commence plus tôt et du monde qui commence plus tard. Généralement, je suis celui qui commence tôt et je finis aussi tard. Mais ça, c'est d'autres choses. Voilà. Donc, toujours est-il que faites le calcul. Parce que si vous prenez par exemple le pay-as-you-go, le paiement à l'utilisation, ça veut dire aussi qu'il faut allumer et éteindre la capacité, donc il faut le prendre en compte. Et puis si vous mettez des rapports Power BI dessus et que la capacité est éteinte, ça ne marche pas. Okay, je l'ai testé. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour un rapport opérationnel, par exemple, qui requiert une puissance additionnelle, ce qu'on a fait, c'est que la partie back-end, elle est sur une capacité avec un paiement à l'utilisation, mais que la partie Power BI et le Lakehouse sont dans l'environnement de production. Comme ça, toute cette charge-là pour le rapport opérationnel, elle ne compte pas dans la capacité principale de production, mais le rapport reste toujours à jour. C'est juste qu'entre 21h et jusqu'à 7h du matin, il ne va pas se mettre à jour. Fait qu'on a un peu le meilleur des deux mondes. Un autre aspect important, c'est les licences Power BI Pro. Peu importe que vous soyez développeur, développeuse Power BI avec cette capacité la moins chère ou la plus chère, ça vous prend une licence Power BI Pro qui coûte de mémoire de l'ordre de $10 US par mois plus taxe, quelque chose comme ça. Par contre, le gros intérêt, c'est pour la consultation. Si vous avez une F64 et plus, la consultation de rapport Power BI dans des apps est gratuite. Donc, l'intérêt, au-delà de sauver de l'argent sur les licences, parce que mathématiquement, on va dire, oui, mais c'est plus cher, peut-être que je pourrais m'en tirer juste avec ça. Oui, mais l'intérêt, c'est que, mettons, vous avez une équipe avec 5 analystes. Et il y en a 2 qui ont vraiment besoin de la licence Power BI Pro. Vous achetez 2 licences. Ouais, mais peut-être que vous auriez pu utiliser 5 personnes et ça ne vous aurait pas coûté plus cher si vous aviez la F64. L'autre chose aussi, c'est que vous mettez des traitements à la fois back-end et front-end, souvent dans ces capacités-là. Fait que la F64, c'est vraiment un bon outil de démarrage. Ça offre quand même beaucoup de puissance. Et nous, on a choisi chez Fondation, justement, avec l'accord de Mathieu, d'y aller avec la F64. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on a commencé à donner des accès Power BI dans des unités d'affaires, que tout le monde dit « et moi, je veux ma licence ». Fait que, à chaque fois, on ne rajoute pas un coût pour l'entreprise, c'est un coût qui est prévisible d'avance. Et aussi, je pense que la raison pour laquelle c'est F64 est plus et pas en dessous, c'est parce qu'imaginons si on avait une capacité F4, puis on dit c'est gratuit pour rajouter plein d'utilisateurs, à un moment ça ralentirait, et puis ça serait une autre expérience pour tout le monde. Donc pour garantir une bonne expérience, ça me paraît tout à fait logique que Microsoft ait dit pour avoir le gratuit, il faut avoir au moins une F64. En plus des coûts de compute, on a un coût de stockage, mais le coût de stockage, comme je l'ai dit tantôt, est généralement assez faible. Dans le cas des Lakehouse, on est ici, on parle de 3,38 par gigabyte, donc nous, ça nous coûte vraiment un montant qui est très faible comparé au compute. Il faut quand même garder à l'idée que si on regarde tout ça et qu'on compare un petit peu avec d'autres fournisseurs de solutions du marché, il y a quand même beaucoup d'avantages avec ces coûts fabriques. Pourquoi ? Déjà, il y a une structure de prix qui est un phonologique qui est facile à lire. Okay, moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un chef de solution. Et puis, par expérience, il y a vraiment beaucoup de cas où c'est très dur d'établir un budget pour une architecture infonuagique. Je pense que vous êtes plusieurs à être dans ce cas ici. Avec Fabric, c'est quand même très lisible. Nous, on a mis en place un budget, puis on s'y tient, et ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est prévisible. Si on réserve une F64 à l'année, on sait combien ça coûte. Et on sait qu'on a tout notre compute à l'intérieur. Et après, on prend une hypothèse sur le stockage, mais le stockage ne coûtant pas très cher, on est capable d'être dans une braquette qui est quand même assez claire. Il y a l'essai gratuit de 60 jours. Nous, on a beaucoup étiré le trial, donc on a vraiment payé comme à peu près une semaine de la fin du trial, comme ça on a bien tout testé, on est sûr que ça fonctionnait, et on a des performances qui sont encore meilleures, parce que pendant le trial, on faisait tourner production et non prod ensemble, donc tout va bien. La dernière chose, c'est la conversion de Power BI Premium vers Fabric. Si vous êtes dans une compagnie qui a déjà du Power BI Premium, comme j'ai dit tantôt, une P1, c'est un peu comme une F64 en termes de puissance. Pour à peu près 10% de plus, vous avez tout le back-end. Vous n'avez pas à payer l'utilisation d'Azure Data Factory séparément, vous n'avez pas besoin de payer un Synapse séparément, c'est tout inclus dans Fabric. Donc c'est quand même super intéressant pour ça. Ça, c'est le budget qu'on a chez Fondation. Puis, dans le fond, voilà, ça nous donne une idée du total mensuel arrondi qui est entre 9 100 et 10 700 $ plus taxes pour en fait notre compute et avec l'hypothèse qu'on a sur le stockage. L'environnement d'AVUIT, on s'est dit on va entre F16 et F32 parce qu'on va amener plus de données, on va amener plus de sujets d'affaires, donc peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus de puissance, on a voulu se garder une marge sur budget, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même des coûts qui sont très prédictibles pour de l'information, pour de l'info nuagique. On sauve aussi beaucoup d'argent avec le stockage parce qu'on utilise des shortcuts. Donc quand il n'y a pas besoin de répliquer, on sauve sur le stockage, mais en plus on sauve sur du compute. Alors assez rapidement, activer Fabric pour de vrai, comment ça se passe ? On l'a activé, on a la chance chez Fondation d'être les seuls clients à date à l'avoir en production au Québec, à ce que nous disait Antoine de Microsoft. Puis on espère que parmi vous, il y a des personnes qui rejoindront ce club des G-Fabric en production. Quand on veut acheter les capacités, on doit lui préciser la quantité. En fait, on n'achète pas une F64, on achète 64 capacity units. Là, ça inclut le rabais, mais c'est upfront. Si je change ça pour monthly, je garde les mêmes rabais, donc le rabais de 41% sur l'année, mais avec un prix, avec un paiement mensuel.
là, on a la réservation qui est en cours d'activation, et moins d'1 heure après, elle est prête. Voilà, donc c'est les capacités qu'on a, ça résume un peu ce qu'on avait sur le tableau tantôt. Comment est-ce qu'ensuite on bascule de son workspace de trial vers la capacité qu'on a achetée? Tout simplement, on va dans les settings du workspace et on lui dit, en fait, tu étais sur un trial, maintenant je veux que tu utilises telle capacité, et on lui dit, voilà, tu vas être sur la prod numéro 1 qui est sur Canada Central. Quelques secondes après, c'est prêt. Alors maintenant, la dernière partie de cette portion du retour d'expérience, ça va être les facteurs clés de succès du projet et puis les prochaines étapes. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont mené vraiment au succès du projet, autant sur la phase pilote que sur la phase où on est actuellement. D'abord, la synergie des équipes. Je pense que d'avoir la vision stratégique de Fondaction, le commitment de la haute direction et l'implication des unités d'affaires, notamment les champions de domaine et utilisateurs et utilisatrices, c'est fondamental à la réussite du projet. Okay, oui, c'est du classique de dire qu'il faut travailler ensemble, mais c'est vrai sur ce projet et on l'a vraiment vu. On n'aurait jamais été capable de faire ça en si peu de temps si on n'avait pas tout le monde qui avait travaillé ensemble. Donc ça, chapeau à Fondaction pour ça. On avait l'équipe de solutions BI qui a de l'expérience en BI et qui a de l'expérience sur la plateforme infonuagique de Microsoft. Ça a été un facteur déterminant. Et on a aussi vraiment une bonne synergie avec le support de Microsoft. Et justement, j'y viens, le support de Microsoft, dans le cadre de ce projet, nous, on avait en plus un spécialiste commercial et 1 ou 2 spécialistes techniques de fabrique à qui on pouvait poser des questions. C'était un accélérateur, parce que plutôt que de créer juste des tickets, et puis des fois ça peut prendre plus ou moins de temps, des fois c'est rapide, des fois ça l'est moins, mais on avait des réponses quand même assez rapides grâce à ce support-là. Plus une rencontre par mois, et plus au besoin. Et en plus, ils sont présents au Québec, donc ça accélère les allers-retours sur notre fuseau horaire. Table de gestion de projet, c'était des sprints de 2 semaines. D'ailleurs, notre chef de projet, Hélène, est là. Et je pense que ça a vraiment aidé plutôt que de faire des sprints de 3 semaines. Et sur 2 semaines, ça garde vraiment la motivation de l'équipe. Aux 2 semaines, ce qu'on fait, c'est une démo. On a les vice-présidents qui sont présents, les directeurs d'unités d'affaires et beaucoup de personnes qui viennent voir cette démo-là pour voir l'avancée du projet. On monte du visible, ça garde le projet, ça garde tout le monde engagé. Donc c'est vraiment positif. On a aussi défini les user stories sur les principes INVEST. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller regarder ce que c'est les principes INVEST sur les user stories. Mais basiquement, ça vous permet de définir des récits utilisateurs de ce qu'on veut faire, qui sont vraiment utiles, qui génèrent de la valeur d'affaires, qui ne sont pas trop gros et que vous pouvez livrer. La documentation, c'est un aspect fondamental. On a la matrice BUS qui nous permet de savoir quels sont les faits qu'on veut mesurer, quelles sont les dimensions, de discuter avec les unités d'affaires et leur dire comment ça devrait s'appeler avec les termes du métier, d'identifier aussi les règles d'affaires qui sont complexes, dès la conception, même à la spécification, je dirais. Donc en fait, on s'évite énormément de travail en aval puisqu'on l'a déjà fait en amont, très rapidement avec de l'échange avec l'utilisateur. En partant, on en profite pour capturer aussi le data mapping. Comment vous voulez que ça s'appelle cette colonne-là et la table dans les données qu'on vous livre, okay. Puis dans Power BI, comment est-ce que je devrais l'appeler? On note tout en même temps dans le data mapping. Ça sauve énormément de temps aux champions BI des unités d'affaires, donc ils l'apprécient. Et nous, du point de vue développement, ça permet de livrer quelque chose qui leur parle avec les vrais termes du milieu. Donc tout le monde, c'est vraiment un gagnant-gagnant ici. On a aussi l'aspect développement avec les tests automatisés, le contrôle de version comme on a parlé tantôt, et aussi l'aspect gouvernance de données, c'est un point très important chez Fondaction, et aussi le respect de la loi 25 sur la protection des données personnelles. Donc on a une matrice de sécurité, on a un RACI, et on aligne vraiment toutes les parties prenantes pour justement augmenter à chaque fois la gouvernance de données. Ça conclut ma partie sur ce retour d'expérience, et maintenant à Mathieu. J'ai le plaisir de conclure. Merci Rémi, super clair. Moi, ça m'a donné envie de jouer avec. J'ai pas toujours le temps, puis je sais qu'on est entre de bonnes mains avec toi et toute l'équipe de Solution BI. Merci. C'est un sujet passionnant. Il y a plein de mots clés qui sont revenus. Moi, je laisse la partie technique aux gens qui sont experts dans ça. Il y a le terme confiance, avec un partenaire au sein de l'entreprise, redonner confiance, démocratisation, l'accessibilité aux données. C'est des objectifs qui ont été atteints d'une période très courte. Je parlais de mouvement par rapport à ce que les missions de Fondaction. Au sein de la vice-présidence transformation numérique, on a une responsabilité de créer ce mouvement-là en interne. Et Fabric nous a permis de le faire, d'unifier des manières de faire, le partager, donner de la visibilité. Donc, si on parcourt rapidement les points, court terme, c'est des rapports à jour. On libère du temps de personnes qui vont faire de l'analyse au lieu de se gratter la tête sur l'information, est-ce qu'elle est bonne? Je vais le refaire moi-même. Ou je vais le vérifier. Non, on rehausse le niveau de confiance. Donc, d'un point de vue valeur, les personnes ont du fun, ont confiance, et donc on peut encore plus livrer de choses par rapport aux objectifs. D'ailleurs, là-dessus, on a un analyste qui me disait vraiment, j'adore ce que vous avez fait. Je lui dis merci. Et je lui dis, mais pourquoi? J'étais curieux. Il me dit, tu viens de me sauver 2400 entrées manuelles par année. Je fais non. 2400 de vérification de comptes, etc., qui sont maintenant automatisés grâce à Fabric. Ouais. Donc d'un point de vue efficience, au-delà des stimuli technologiques, il y a vraiment un résultat déjà très mesurable. Donc le mouvement, il est enclenché.
On a parlé de la gouvernance aussi. Ben, c'est sûr que ça permet d'unifier les pratiques, les manières de faire. Chacun a toujours, pour toujours de bonnes raisons, bien entendu, des manières de faire différentes dans une unité d'affaires. Mais là, le fait d'avoir aussi une volonté très forte au niveau de la haute direction, ça permet de converger. Donc, c'est encore un élément très important. Je vais citer un exemple très simple. Qui est le sponsor de ce projet-là? C'est la présidente directrice générale de Fondation. C'est pour montrer l'importance de ce projet, tant sur la partie technologique, on est là pour en parler, mais aussi d'un point de vue stratégique, vraiment c'est essentiel. Puis là, je reprends ma casquette d'architecte, pas aussi technique, mais l'évolutivité, la robustesse, c'est un critère essentiel dans tout socle, dans toute fondation technologique, et puis on est extrêmement heureux et confiant de ce que ça nous amène et où est-ce que ça va nous amener encore plus loin. Plus loin, ben oui, c'est que le début de l'aventure. Encore une fois, en 6 semaines, avec un pilote, on a fait énormément de choses. Ça a été vraiment une excellente expérience. Puis depuis, ben, on a un momentum et on continue à accélérer. La preuve, et tu l'as cité tout à l'heure, il y a des gens qui disent moi je veux être là, moi j'en veux, moi j'en veux. Et d'ailleurs, on avait justement la démo de notre sprint à matin avant de venir chez Microsoft, parce qu'on l'a fait justement aux 2 semaines pour montrer les résultats. Et justement, la PDG effectivement de Fondation était présente, elle a posé des questions pour en savoir plus, et quand est-ce que ça arrive, et ça, et oui. Ouais. Donc vraiment beaucoup de plaisir et d'intérêt. Donc après, il faut aussi le cadrer, hein, cela. On ne peut pas répondre malheureusement à tout le monde, mais on va le faire progressivement. Justement, ça passe aussi par de la formation, autant des personnes niveau haute direction que des usagers, hein, le train the trainer, mais il y a vraiment de l'intérêt, les gens lèvent la main, quel que soit le poste. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment fun. L'exploration, data science, oui, quand tu avais beaucoup de données, oui, c'est des mots, des buzzwords, on va dire, dans l'air du temps, mais c'est essentiel. On sait qu'il y a des modules de data science. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, là, on pourra peut-être en parler, il y aura peut-être ça au niveau des questions-réponses. Ben, il y a aussi Copilot, hein, tout ce qui est l'IA. C'est nouveau, c'est de l'innovation, c'est encore une fois aussi du plaisir. Donc comment on cadre ça? Ben, ça fait partie des prochaines étapes. Oui, là je vais être la personne un petit peu plate, là, mais tu en as parlé. Des data, c'est pas la free for all, hein, il faut aussi le cadrer. Il y a aussi la loi 25, vous avez tous entendu parler de ça. Donc il y a aussi des contraintes, donc là il faut s'assurer de s'y fier, d'avoir tous les contrôles internes. Donc on n'a pas abordé la partie purview, même s'il y a pas mal de choses qui sont déjà en route, hein, mais il faut renforcer ces choses-là. Que de chemin en peu de temps. Oui, Il y a encore beaucoup de choses devant nous. Il y a aussi une feuille de route de Microsoft qui est extrêmement agressive. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc ça, c'est vraiment le fun. Encore une fois, les gens lèvent la main. On est extrêmement confiant au-delà d'enrichir les sources de données, parce qu'on n'a pas encore rajouté toutes les données internes ou externes. On va pouvoir continuer à donner les outils aux usagers internes pour valoriser nos données et puis encore mieux mesurer ce qu'on fait, nous, à Fondation. Puis personnellement, moi, ça me fait chaud au cœur quand il y a un analyste qui vient me dire et qui me dit tu viens de me libérer 3 heures ici pour pouvoir faire ma job d'analyser les données au lieu d'aller les copier-coller dans des Excel où on l'a copié jusque-là et puis en fait il manquait 10 lignes parce que la formule s'arrêtait là. Ça leur enlève beaucoup de fois des épaules et puis ils sont contents de passer du temps en plus à analyser qu'à aller chercher les données. C'est ça aussi qu'on a réussi à faire avec Fabric. Exact. Donc la confiance, créer le mouvement, c'est vraiment, on voit les résultats à court terme, on est extrêmement confiant pour la suite. Puis c'est du plaisir aussi. Je pense que là on parle entre nous, on est aussi entre tech, j'allais dire, mais on le voit aussi lors des sprint reviews avec les sponsors, on le voit avec les usagers, même des end users qui sont juste dans le Power BI, ils ne savent pas ce qu'il y a en arrière, mais tu vois qu'il y a vraiment de l'intérêt, et puis c'est une brique importante dans la transformation numérique de toute organisation. On ne peut pas ne pas avoir une brique de BI, et la solution Fabric, quand on est entre de bonnes mains, c'est vraiment un accélérateur de cette transformation. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'on est à la période des questions-réponses. Déjà, merci tout le monde. Et puis, je voudrais remercier encore à nouveau Microsoft de nous avoir accueillis. Oui, bien sûr. Il y a un micro, ou tu as une voix qui porte. C'est correct. Pour l'enregistrement, ça ne te dérange pas? Oui. Non. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de la capacité et, plus important, du budget. Selon le budget que vous avez présenté, on parle de donner accès à combien d'analystes? C'est vraiment variable parce que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. C'est pour ça que la réponse sur ça va souvent, ça dépend. Si par exemple ces analystes font de l'analyse plutôt dans du Power BI qui est comme chargé une fois par jour en mode import, tu vas pouvoir mettre vraiment beaucoup dessus. Okay? Si par contre... Une idée de grandeur, s'il vous plaît. C'est quoi vraiment beaucoup pour toi? C'est parce que ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup?
Est-ce que tu parles de 50 personnes? Est-ce que tu parles de 300 analystes? Ce serait combien pour toi? Pour donner une idée, à Fondation, on a à peu près 250 employés. Et dans les licences Power BI, les personnes qui ont accès, je pense qu'on est à 70 à peu près, hein, je peux me tromper. Je regarde mon collègue David, on est en doute 70, donc une cinquantaine. Donc on est vraiment quand même, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que là on a un retour d'expérience, on est aussi une structure relativement modeste en taille, hein. Je sais qu'il y a du monde de différents milieux là, par exemple, on parlait du volume là, avec du stockage là. On parle de quelques dizaines, une petite centaine de gigas. On ne parle pas de Terra. On est conscient aussi que, bien entendu, dans le retour d'expérience, c'est le retour d'expérience dans un contexte de moyenne entreprise. Mais c'est ce qu'on voulait partager aussi, que les signaux sont positifs. Donc voilà, une cinquantaine de personnes. C'est pour ça que ça dépend vraiment beaucoup aussi de ce qui est accès. C'est pour ça que je n'ai pas une réponse précise, parce que je ne peux pas te dire 10, 20, 50, parce qu'il faudrait que je vois à peu près au minimum à quoi ça ressemble. Parce que moi, je travaille aussi en mandat chez Air Canada, justement, l'équipe Air Canada est là. Donc je travaille en mandat chez eux comme architecte de solutions, et les volumes d'Air Canada, c'est des volumes qui sont immenses. Okay, donc par exemple, l'impact de charge que ça peut avoir chez Air Canada de charger des dizaines de gigabytes dans un Power BI, c'est pas le même que d'en charger un gig. C'est pour ça que c'est difficile de répondre exactement à la question. Je vais me permettre de faire du pouce un petit peu sur un point. On parlait de la livraison. Je regarde aussi Hélène. C'est aussi, il faut voir les projets comme ça comme des opportunités de reposer les questions. Parce que c'est pour reproduire la même chose, ta création de valeur, elle est plus opérationnelle, c'est un rapport opérationnel, mais c'est aussi une occasion d'avoir des discussions d'un point de vue des objectifs stratégiques et comment ça se découle dans les différentes unités d'affaires. Donc, du coup, oui, 50, moi je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus que ça. Actuellement, là, on est un peu plus bas, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Ça fait partie de l'évolution du mindset. Il faut que les gens embarquent dans un mindset de BI. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pas toujours être uniquement reporting, ça serait insultant, c'est pas ça, mais c'est de l'accompagnement. Il faut profiter aussi de cette nouvelle brique technologique pour reposer les bonnes questions. Parce que des fois, c'est des choses, tu fais, vas-y, tu le reportes parce que c'était comme ça avant, puis oh, ça allait avant. Profitons de l'occasion pour reposer les questions. Puis nous, comme ça, avoir une offre de service en interne qui, à Fondation, à notre taille, est aussi beaucoup plus récente. Donc c'est aussi une occasion de structurer l'offre de service autour de la BI. Alors, c'est pas vraiment une question, parce que je travaille pour Solutions BI. Et je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, un des facteurs de succès qui n'a pas été présenté, c'est le programme ECIF. Je pense que Antoine de Microsoft pourrait aussi vous expliquer ce que c'est. En fait, Microsoft, alors je parle sous ton contrôle, Antoine, hein, tu me diras, mais Microsoft a mis en place en fait un programme qui permet aux entreprises qui veulent migrer sur le cloud d'avoir des subventions. Donc, une des conditions, c'est de travailler avec un partenaire qui est accrédité ECIF. Donc, Solutions BI, bien sûr, l'est. Et donc c'est quelque chose qui va permettre en fait d'avoir un pourcentage qui est de la migration qui va être payé. Bien évidemment, il y a pas mal de critères qui sont à prendre en compte, mais c'est quelque chose qui a été intéressant, je pense, pour Fondation. Fondation en a profité. C'est un dossier qui est un petit peu lourd à porter, mais les équipes de Microsoft et de Solutions BI ont l'habitude de le faire. Donc si jamais ça intéresse des gens d'avoir un peu plus de détails, Antoine ou moi-même, on peut y répondre avec grand plaisir. Voilà. C'est vrai que c'est un point très important, c'est un incitatif non négligeable, puis ça fait partie du mouvement, puis on parlait de l'écosystème, la synergie, on est à Microsoft aujourd'hui, on a accès à de l'expertise pour soutenir, c'est vraiment j'allais dire un trio assez gagnant, là, donc bientôt la coupe. Ouais, c'est ça le problème, notamment ECF, là c'est vraiment un win-win-win, parce qu'effectivement Microsoft va avoir des entreprises qui vont être prêtes plus rapidement à aller sur les outils Fabric. Des entreprises comme Solutions BI vont avoir plus de flexibilité pour proposer leurs services, et puis les clients finaux vont pouvoir profiter de ça. Donc c'est un beau win-win. C'est ce qui a fait qu'on a été capable de livrer autant en si peu de temps, finalement, avec peu de ressources. Hein. On a été capable de livrer tout ça. J'ai bientôt 10 ans d'expérience en BI, puis plus en tant que développeur, et j'aurais aimé avoir cet outil-là avant. Ça aurait rendu ma vie beaucoup plus facile. Oui. Ah oui. J'ai vu, est-ce que le workspace des développeurs aurait pu utiliser la capacité de production aussi? Oui, techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. D'ailleurs, quand on était justement sur la capacité trial, donc c'est une F64 par défaut, on ne peut pas changer la taille du trial. On avait tout le monde dessus, les développeurs, l'UAT et la production. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, en fait, grâce à la capacité Fabric Matrix Apps, moi, je me suis assuré que tant qu'on était en trial,
les rapports Power BI répondaient bien et tout allait bien parce qu'on dépassait pas trop ce qui était comme un peu le max de la capacité. En gros, une règle du pouce, c'est essayer de ne pas dépasser 50% de la capacité et normalement, vous devriez y être OK. Donc oui, moi, c'est ce que j'avais fait à ce moment-là. Mais vous avez décidé que c'était nécessaire d'avoir une autre capacité pour les développeurs. C'est vraiment, vous aviez déjà atteint le 50% du F64 pour prendre cette décision? Non, on n'a pas attendu de l'attendre, mais en fait, ce qu'on voulait, c'était offrir vraiment une belle expérience aux développeurs, et parce qu'aussi, on avait le budget qui était possible pour ça. Mais comme tu peux voir, par exemple, la capacité pour développeurs, comme elle ne tourne pas tout le temps, elle coûte à peu près $2000 par mois dans ce cas de figure, mais à la charge qu'on est, on pourrait, à la rigueur, essayer de les faire sur la F64, mais nous, ce qu'on voulait, c'était être sûr que tu peux avoir beaucoup d'analystes en permanence, et comme ça marche vraiment, vraiment bien. Donc, ma recommandation, c'est d'y aller avec le trial F64, de tester ta F64, et de regarder régulièrement ta Fabric Apps. Elle est gratuite, puis elle est super facile à installer. Et puis tu verras, si tu vois par exemple que tu consommes 10%, 20%, reste avec la F64 pendant un certain temps, et garde un œil dessus. Et puis plus tard, si là ça fonctionne bien, que le monde embarque, d'un point de vue de compagnie, ça veut dire quoi? C'est que le monde en bénéficie. Donc il sauve du temps, il trouve plus de choses intéressantes. Donc il y a un gain pour l'organisation. Dans ce cas-là, ça devient un investissement d'avoir une capacité en plus. J'allais dire, dans la projection par rapport au rythme qu'on a, je pense qu'on aurait pu rester pour l'instant, mais autant tout de suite segmenter, mettre en place ce qu'il faut. Donc on aurait peut-être eu cette discussion dans 3 mois. Donc tant qu'à, autant tout de suite appliquer les bonnes pratiques, segmenter. Les personnes en gestion des risques, que ce soit fonds d'action ou ailleurs, adoreraient ça. Du point de vue sécurité, c'est aussi rassurant. Puis on est dans un milieu financier, donc on est audité 11 mois sur 12, j'allais dire. Donc si on ne le fait pas, c'est du travail qu'on va avoir aussi après. Donc versus un gain de 3 mois, on va dire. La question était relativement rapide à trancher pour moi. Puis nous, ça nous a aidé à bien justement la dimensionner parce que le fait qu'on est allé avec F16 en se gardant une option un peu plus haute dans le budget, du coup ça rassure, ça donne la prévisibilité à la compagnie d'un point de vue financier. Puis nous, développeurs, ça nous donne de la flexibilité parce que je suis architecte, mais je suis aussi développeur back-end et front-end et analyse d'affaires. Donc j'en bénéficie moi aussi d'avoir justement une capacité qui fonctionne bien. Puis les développeurs, quand ils cliquent sur un notebook, c'est quand même assez rapide à exécuter, fait qu'on en bénéficie aussi en termes de livrables finalement qu'on peut apporter. Mais comme le dit Mathieu, si aujourd'hui on était à F64, on tiendrait à peu près, mais on commencerait à approcher quand même la limite parce que depuis que l'unité d'affaires finance s'est rajoutée, ils aiment beaucoup la plateforme, donc on veut être sûr qu'ils aient une bonne expérience. J'ai peut-être une autre question, si je peux la poser vite. Si j'ai un analyste dans un workspace qui crée un modèle sémantique, donc j'utilise des tables, je crée mon modèle sémantique, puis j'ai un collègue qui veut consommer ce modèle-là avec Power BI Desktop. Je l'ai sur mon poste. J'ai Power BI Desktop, je me connecte sur le modèle sémantique pour faire mon analyse, mais à moi. Je ne veux pas nécessairement le publier. Est-ce que j'ai besoin d'une licence pro pour me connecter à un modèle sémantique puis monter mon visuel, mon rapport pour moi dans ma solitude? De mémoire, oui. Parce qu'en fait, du moment que tu fais de l'authoring, en gros, tu t'y connectes et tu fais des modifications avec tu en as besoin. Mais je pourrais vérifier et te revenir. Bonjour, merci. Moi, c'est très simple la question. Vous avez dit toutes des belles affaires depuis le début. Il n'y a aucun anicroche, tout a bien été, il n'y a aucun problème, tout le monde est fin, tout le monde est beau. T'as pas écouté, il y avait des limitations. Oui, je sais. Il y en avait-tu une ou deux ou trois choses qui a accroché, qui a été plus difficiles? Oui, il y en a. Il y en a toujours. Par exemple, nous, comme on a commencé, on était avec une capacité fabrique qui était en preview. Donc, à cette époque-là, il y a des fois eu des choses qui étaient plus ou moins stables. D'ailleurs, j'en parle à un endroit. C'était les... c'est plus au début de la présentation. Voilà, la connexion on-prem, ça par exemple, c'était une limitation qu'on a rencontrée, puis on l'a contournée justement avec Azure Data Factory. Une autre limitation qu'on a rencontrée, c'est que les shortcuts, ils marchaient toujours très bien entre les lakehouse qui étaient dans le même espace de travail, mais quand on les mettait dans l'espace de travail, par exemple de l'ATI à celui qui était unité d'affaires, des fois ça ne synchronisait pas. Okay, on a eu le problème en novembre, on l'a eu en janvier. Par contre, depuis début février, on ne l'a jamais observé. Donc voilà. Puis nous, on avait ouvert un ticket au support, on a eu le support aussi avec notre contact Microsoft. Ils nous ont dit, ils travaillent fort là-dessus, ils l'ont vu, ça a fait que les clients ils travaillent dessus, puis c'est corrigé. Donc c'est plus parce que Fabric, c'est vraiment un outil qui est quand même très nouveau finalement dans le paysage. Donc je pense que c'était juste cet aspect-là, et pour le reste, ça fonctionne super bien. L'autre chose, par exemple, dans les limitations que j'ai mentionnées tantôt, tu vois, c'est par exemple des deployment pipeline. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton pour déployer les pipelines de data. Par contre, ça marche pour les notebooks, les lakehouse et tout ça. Mais c'est pas vraiment un problème parce que nous, on fait save as à la place et ça fonctionne bien. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qu'on a rencontrées. Overall, rien de majeur sur le projet, rien de bloquant. En fait, je te dirais c'est ça de bénéfice pour ça de workaround, selon ma perspective, là, depuis septembre. Ouais. Oui, on a deux autres questions.
Nicolas, pour le temps, tu nous dis si tu veux qu'on prenne plus de questions ou quand est-ce qu'on passe au cocktail réseau. Parfait. Pourquoi vous avez choisi Fabric contre les autres solutions? Est-ce qu'il y a Snowflake ou Databricks ou Redshift? Pourquoi Fabric? Je la prends, si tu veux. Bon, on a regardé, on a magasiné, c'est certain. Pour être très honnête, là je parlais de difficultés, je reviens sur ta question. Une des difficultés, c'est aussi d'amener les lignes d'affaires à qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que c'est juste refaire la même chose qu'avant? Donc là, il y a ce côté-là qui n'est pas facile. Après, comment tu le livres? Il y a aussi une question de compétences en interne que tu as disponible. Est-ce que tu le fais avec du bon vieux on-prem, j'ai la maîtrise, j'ai la place? Ces questions-là, on se les posait, bien entendu. Après, on s'est posé la question, on a regardé du Snowflake, on a regardé Fabric, on s'est fait accompagner aussi pour ça, par Solution BI, parce que moi, je suis expert en rien. J'ai besoin d'aller chercher les réponses et je vais chercher des experts pour ça. Et plusieurs éléments ont été clés dans la décision, mais je pense que le côté, j'en parlais tout à l'heure, de l'innovation, de Fabric, de convergence technologique aussi était pour nous très important. On est globalement une shop Microsoft. C'est là où il y a beaucoup de capacités, autant en service professionnel que aussi dans les nouvelles personnes, les amener, les monter en compétences. Donc c'est un élément vraiment très très important pour nous. Ceci dit, Snowflake est disponible sur Azure, on pourrait très bien le faire, mais il y a vraiment, cet aspect-là pour moi était très très important parce que j'en parlais tout à l'heure, la responsabilité individuelle et collective, mais aussi en tant qu'employeur, on a aussi la responsabilité d'amener les gens ailleurs, de les accompagner, de les former et de faire le plus long chemin possible ensemble. Mais donc ça c'est un élément aussi très important, le développement des compétences individuelles. Donc il y a des personnes autour. Donc, si je peux ajouter aussi, justement encore plus de l'aspect Microsoft sur l'aspect déjà beaucoup de connaissances sur l'info nuagique qui existait dans la compagnie Fondation. Ils avaient aussi déjà beaucoup de rapports sur Power BI, donc la transition était quand même plus naturelle. C'est un point très important. Là, on en a parlé aussi, on parle beaucoup de remettre les données aux mains des personnes. Ben, les end-users, c'est qui? C'est quoi leur background? Ça aurait été faisable, je pense, avec Snowflake, oui, mais très clairement. Mais il faut aussi profiter du momentum. Je pense qu'on est arrivé à un moment où, je vais être très honnête, c'était très, très, très proche dans le choix. Mais j'ai aucun regret pour avoir travaillé avec du Snowflake avant, et je vois où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va. Je pense que Fabric était vraiment un excellent choix, autant technologique qu'encore une fois dans les compétences et ce que ça amène à Fondation et aux parties prenantes. Et moi, c'est pas moi qui ai fait le choix de Fabric parce que j'étais en congé parental à ce moment-là. Et je suis revenu, la première semaine où je suis revenu, c'est là qu'on a réparti le projet pilote, justement. Et en fait, je pense, surtout avec la rétrospective, qu'on a fait vraiment le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce qu'avec tout ce qui était dans l'écosystème et tout ce qu'on a réussi à faire en Fabric en si peu de temps, et je travaille aussi avec Snowflake, puis je pense que c'est une solution qui est bonne aussi, mais c'est juste que dans le cas de Fondation, clairement, il y avait un gros avantage à y aller avec tout l'aspect de Microsoft qui était déjà connu, le Power BI, mais c'est pas juste ça, le One Lake, la centralisation, le fait que vous avez aussi des sources de données complexes dans un domaine aussi qui est régulé, c'est tout ça ensemble fait que je pense que Fabric c'était vraiment la bonne option. Puis on le voit aujourd'hui dans les résultats. Ouais. Peut-être que vous l'avez mentionné, puis je n'ai peut-être pas saisi, les rapports Power BI qui étaient déjà faits, ont-ils dû être refaits ou juste peaufinés dans le nouvel environnement? Je te dirais que ça dépend des rapports. Souvent, la demande qu'on a eue, c'est de dire regardez, j'ai fait ce rapport Power BI, j'ai essayé d'apprendre moi-même, j'aimerais avoir vos conseils pour le refaire bien. Okay. Et donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt fait de l'accompagnement. Et en fait, on a gardé plutôt une logique qui était utile. Et cela, dans ce cas-là, on les a comme recréés, si tu veux, mais en reprenant une partie de la logique. Il y en a certains, ce qu'on a fait de façon transitoire, c'est comme je disais tantôt, on est capable de se connecter avec Power Query, dans Power BI, directement sur OneLake, sur les Lakehouse. Ce qu'on a fait, c'est que certaines personnes avaient branché ça directement sur la prod. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, attendez, Silver, allez vous brancher directement sur Silver, on les a branchés sur Silver, enfin dans leur unité d'affaires. Donc pour cela, en fait, ils ont pu réutiliser tout ce qu'ils avaient déjà fait, et même à la fin du projet pilote, ils les avaient déjà. En fait, on a pris le Power Query, et au lieu d'aller chercher les données sur la source de prod, on lui a dit, va plutôt les chercher, comme on le dirait ici, dans l'environnement à droite, qui en fait provenait d'ici. Parce que quand on était à la phase pilote, en fait, on avait branché ça en shortcut vers les pannes. Donc ils ont pu réutiliser facilement. Et après, on les a migrés. C'est une magnifique opportunité pour réussir ta posture de sécurité. Des fois, il y a des choses que tu ne sais pas. Ben, c'est aussi souvent là que tu ouvres la boîte de Pandore. Il y a des fois des mauvaises surprises, mais c'est des belles opportunités et puis d'embarquer le monde. Peut-être une dernière question.
Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de comment ça marche l'intégration de DevOps là-dedans? Comment est-ce que vous gérez vos repos? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a genre une branche par workspace? Alors, nous, présentement, pour Azure DevOps, on l'utilise principalement pour la partie gestion de projet et on l'utilise principalement pour la gestion de code. Okay, donc, on a en fait 5 repositories. On en a 2 pour l'ATI, un qui est pour dans lequel on appelle le DataVis, on met des rapports modèles de Power BI, puis un autre dans lequel on va avoir vraiment tout le code de back-end, en particulier les notebooks Python complexes. Tout est là sous code de version, on a mis des commentaires, etc. C'est quand même assez facile à s'y retrouver. Et ensuite, on en a un pour chacune des unités d'affaires dans lesquelles on commit en fait les rapports Power BI minimalement aux 2 semaines quand il y a des modifications pertinentes qui ont été faites pour pas les perdre. On demande aux analystes de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Comme ça, on peut rattacher ça si possible à des tâches dans Azure DevOps. On n'a pas encore mis en place le déploiement par des deployment pipelines d'Azure DevOps. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a une quantité de ressources qui sont limitées et notre priorité, c'est de livrer de la valeur applicative le plus possible aux équipes. Donc, on va le faire un petit peu plus tard. Mais en fait, aujourd'hui, comme je l'expliquais tantôt, les processus qu'on a de déploiement de dev à UAT, d'UAT à prod, ils sont quand même assez bien faits, ils fonctionnent vraiment bien dans le cas de Fabric parce qu'il y a beaucoup de choses qui nativement sont inclus. On a pu mettre ça un petit peu sur le côté, on va le faire, c'est vraiment dans le plan de le faire, mais on en profite pour focuser sur la livraison de valeur d'affaires. Merci beaucoup. Merci à tous.